profiter très bien de cette association, je pense. Bon, on va parler de sexualité. Alors, il n'y aura rien de croustillant, on va essayer de mettre un peu de légèreté. C'est un sujet qui est important, dont on ne parle pas assez, dont on ne s'occupe pas assez. Quand on a un cancer du sein, parce que c'est le plus fréquent, mais pas que, hein, ça touche tous les cancers. C'est pour ça que j'ai tenu à appeler ça sexualité au pluriel et cancer au pluriel. Parce que vous verrez que la sexualité, c'est un domaine très très large, ça englobe des tas et des tas de sphères, de domaines, et qu'il faut intervenir pas que sur un domaine. J'ai un exemple qui date d'hier, que je vous raconterai après. Et c'est en ça que le sexologue va intervenir pour essayer de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. On touche à des sujets qui sont difficiles à aborder, parce que c'est intime, parce que c'est tabou, parce qu'on a une pression religieuse, morale, qui fait que c'est difficile d'en parler. Or, la sexualité, c'est une fonction comme une autre, comme respirer, comme manger, et je pense que c'est tout aussi important que de manger ou de respirer, et que ça a droit à autant d'attention que n'importe quelle autre fonction. Alors, sauf que, vu que c'est quelque chose qui est difficile d'aborder, que c'est difficile d'en parler, et bien que les soucis, on va souvent les garder pour nous, on va essayer de les régler par nous-mêmes, on va essayer de trouver des solutions, parce qu'on voit bien qu'il y a un souci, on en souffre, et puis on essaie de trouver des solutions. Ça marche pas, et finalement, quand on essaye tout seul et qu'on s'en sort pas, et ben ça crée une espèce de spirale d'échec dans laquelle on va s'enfoncer, et finalement, plus on s'enfonce là-dedans, plus on est perdu, et puis le problème sera difficile à régler. Alors que c'est finalement assez facile de régler ces problèmes-là quand on intervient assez tôt dans les problématiques. Donc, c'est la diapo suivante. J'aime bien faire l'analogie de la sexualité. Donc, on va d'abord parler de concepts un petit peu de sexualité, de normalité sexuelle, avant d'aborder vraiment la partie spécifique des effets du cancer sur la sexualité. Après, vous allez voir que c'est très compliqué. Ce topo risque de ne pas répondre à toutes vos questions. Parce que le travail sexologique, c'est un travail qui se fait individuellement. Chaque personne n'a pas les mêmes attentes en matière de sexualité. On a tous des sexualités, vous avez toutes des sexualités différentes. Dans les fantasmes, dans les pratiques, dans les attentes. Ça dépend de l'âge, ça dépend de votre éducation, ça dépend de vos principes moraux, religieux, ça dépend de ce que vous avez construit, comment vous avez été éduqué, et qu'un outil qui va fonctionner pour vous ne fonctionnera pas forcément pour vous. C'est difficile là, aujourd'hui, de vous donner des espèces de recettes miracles pour aller mieux sur le plan sexuel, si toutefois vous n'allez pas bien. Mais je voulais vous expliquer quel est un petit peu le rôle du sexologue qui ouvre un peu la porte en disant après, s'il y a besoin d'un travail sexologique précis, n'hésitez pas à les consulter. Vous allez voir que, j'espère en tout cas que vous montrez ça, ça va vous montrer, vous motiver à dire que finalement c'est assez facile d'en parler, que ça ne peut que aller mieux et qu'il ne faut pas hésiter à se faire aider. Donc pour moi, la sexualité, c'est un peu comme un Rubik's Cube. Voilà, vous connaissez tous le Rubik's Cube. Donc quand tout se passe bien, et ça se passe rarement bien, on va ça, quand tout se passe bien, c'est comme ça. Et puis quand intervient quelque chose, alors ça peut être le cancer par exemple, mais ça peut être un divorce, ça peut être le départ d'un enfant de la maison, ça peut être l'arrivée d'un nouvel enfant, ça peut être quelqu'un de proche dans la famille, et donc on va modifier le revenu. Et puis on sera plus à l'équilibre. D'accord? Donc finalement, quand on tourne la base d'un quart de tour, c'est assez facile de revenir en arrière. Mais des fois, ça tourne et puis on n'ose pas en parler, on n'ose pas trouver d'aide, on n'ose pas affronter le problème. C'est quelque chose de tabou, y compris dans le groupe. C'est pas facile de partager ça avec son partenaire. Donc des fois, on s'assoit dessus, on n'en parle pas, et puis on reste avec ce quart de tour. Okay, et puis il y a un autre truc qui va arriver, par exemple, une complication de la maladie, une complication de la chimiothérapie, un traitement, une contrariété, et on va tourner une autre face. Cette face-là, sur le côté, on va la tourner. Et pour le coup, ça devient déjà un peu plus difficile de revenir en arrière. Et puis il y a un moment où on va se dire, non mais là, ça ne va plus du tout, c'est déséquilibré, il faut que je fasse quelque chose. Et puis on va tourner, mais on ne va pas forcément tourner dans le sens qu'il faut. Et puis au final, votre Rubik's Cube va s'emmêler, et vous allez finalement pédaler, et on va se retrouver avec un Rubik's Cube complètement éclaté, et là, vous vous en sortez pas. C'est là qu'il faut absolument. Je reviendrai, je ferai les analogies un petit peu avec le Rubik's Cube. Toutes ces facettes, ça va être par exemple le physique, le mental, le couple, la vie sociale, etc. Chacune de ces facettes, elle est importante. L'épanouissement sexuel, il ne faut pas que du corps, l'esprit, que du couple. De l'amour, il faut être bien dans sa vie de tous les jours, dans sa santé, dans sa situation financière, sociale, etc. Et vouloir réparer seulement une partie, c'est assez facile. Vous avez tous fait des Rubik's. C'est facile de mettre toutes les couleurs sur une face. C'est pas bon. C'est pas les bonnes couleurs sur les autres faces. Et c'est un petit peu ce que font aux médecins. Je ne veux pas cracher dans la soupe, mais les gens qui ne sont pas habitués à ça, qui ne sont pas habitués à ces démarches sexologiques, qui n'en font pas une priorité, et ben des fois, ils vont s'attarder sur la partie vraiment médicale. Par exemple, le défaut de lubrification qu'on peut avoir, qui rend souvent les rapports inconfortables par manque de lubrification vaginale, où finalement, le gynéco qui s'occupe de vous, l'oncologue, va se concentrer là-dessus, vous donner des molécules, des produits, des médicaments pour améliorer ça. Ça va améliorer ça. Sauf qu'on n'améliore pas la psychologie, l'estime de soi,
le couple qui s'est dégradé, et tout ça, il faut le travailler. Et c'est en ça qu'il faut vraiment des formations spécifiques pour s'attaquer à des problématiques sexuelles. Okay, c'est valable pour le cancer, comme tout ce qui peut être traumatique dans la vie d'un homme ou d'une femme. Voilà, alors, quelle définition on pourrait donner à la sexualité rapidement, parce qu'on va pas s'éterniser là-dessus. Donc la sexualité, c'est une composante centrale de l'individu. Voilà. Il faut arrêter d'entendre dire, il faut arrêter d'admettre, de dire par exemple, un cancer du sein, ça survient moyenne vers l'âge de 50, 60 ans. Moyenne, ça fait toucher plus jeune, ça fait toucher plus vieux. Bon, et finalement, 50-60 ans, on est d'accord que la sexualité, c'est plus très important. La sexualité, c'est important quand on a 20 ans, 30 ans, mais finalement, c'est pas tellement problème, c'est pas tellement un souci si on ne s'attaque pas à ce problème de sexualité chez une femme qui a un cancer du sein à 55 ans, parce que de toute façon, à 55 ans, on est plus tellement intéressé par la sexualité, par le sexe. Qu'est-ce qu'on peut entendre? Et donc ça, il faut arrêter de se dire ça. C'est aussi important d'améliorer la santé sexuelle d'une femme qui a un cancer du sein et qui souffre au niveau sexualité de son cancer, que les effets secondaires de son traitement, que de maintenir un état nutritionnel satisfaisant, de garder une chimie qui soit satisfaisante. Il faut absolument se sortir de ces idées reçues qu'à partir d'un certain âge, la sexualité n'intéresse plus, ou que quand on a un cancer, eh ben, on a plus grave à gérer que la sexualité, que du coup ça passe au deuxième plan et que c'est plus important. C'est important comme le reste. Donc c'est une composante centrale de l'individu et de sa qualité de vie. Donc, voilà, sexualité, santé sexuelle, c'est aussi la qualité de vie. Le cancer altère, fragilise, angoisse, et ça marque une rupture dans la vie de chaque patient et de ses proches. Okay, ça veut dire que pour tout le monde, le cancer, ça va générer des troubles sexuels. Toujours, toujours, toujours. Des fois petits, des fois gros, des fois qu'on va laisser traîner qui seront difficiles à traiter, mais ça génère toujours des difficultés sexuelles. Et il faut toujours en parler. Aucun oncologue n'oserait parler de chimiothérapie sans parler d'effets secondaires et de vomissement. De la même façon, je pense qu'aucun oncologue ne devrait laisser sortir sa patiente de son bureau sans lui parler de sexualité qu'elle n'a pas rencontrée et pour lesquelles on peut anticiper et améliorer les choses par des choses simples. Voilà, le concept de sexualité, c'est quelque chose de très global. Ce n'est pas uniquement quelque chose de physique. C'est tout autant la féminité ou la masculinité. Ça touche aussi les proches. Les problèmes d'identité, la séduction, l'image corporelle, l'estime de soi, l'intimité sexuelle, la relation de couple, la relation amoureuse, aussi la fertilité. On m'avait demandé de parler de conservation de fertilité, c'est deux sujets complètement différents. Et la fertilité, en fait, sexualité avec les mêmes organes, c'est quelque chose, donc ça mérite peut-être une autre soirée. Mais voilà, le concept de sexualité, c'est pas juste la sexualité pénétrante, faire l'amour. Ça va bien au-delà de ça. Et c'est la féminité, c'est toute l'estime de soi qui va autour de ça. Et il est clair qu'en matière de cancérologie, la localisation de la tumeur, son stade, les chirurgies vont être amenées à pratiquer, la radiothérapie et la chimiothérapie, tous les traitements adjuvants qu'on peut utiliser dans le sein ou dans l'organe, auront des impacts directs ou indirects sur la qualité de la vie sexuelle. Et ça, il faut le savoir, l'entendre, le comprendre, pour ne pas se retrouver tout seul avec un problème qu'on n'arrive pas à identifier. Quand on ne vous parle pas de soucis qui vont arriver, quand ils arrivent, vous dites que ce n'est pas normal. Hein, et que bah, si on ne vous en a pas parlé, c'est que bah non, en fait, ça vient de vous. Et on se retrouve. Il faut absolument expliquer tout ça. Les démarches de sexologie en matière de cancérologie, c'est expliquer. Trouver des outils pour que ça aille mieux, mais surtout expliquer les choses, mettre des mots sur les choses. Ok. Alors, c'est quoi la définition de la sexualité? C'est un ensemble de comportements qui est relatif à la satisfaction de l'instinct sexuel. Le but de la sexualité, c'est de procréer, de perpétuer l'espèce, c'est important. Et nous, on y a ajouté quelque chose de plus hédonique, mène au plaisir, à l'accomplissement de soi, à l'accomplissement du couple, et puis quelque part au respect des modèles sociaux qu'on nous a imprimés, qu'on nous a enseignés. Sous-entendu, le bonheur, c'est un couple, je ne dis pas un homme et une femme, même si c'est très souvent ça, mais c'est un couple qui vit ensemble, qui partage des choses, qui évolue dans le temps. C'est ce qui fait la définition du bonheur. Donc forcément, on a envie de ça, parce qu'on nous a imprimé ces modèles-là. Est-ce que c'est vraiment le bonheur? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qu'on nous a imprimé. Donc, finalement, quand on a des soucis dans sa sexualité, c'est une atteinte de soi, c'est une atteinte du couple, et c'est un défaut d'accomplissement justement de ce qu'on vise, du bonheur qu'on vise. Un peu plus compliqué que juste une histoire de rapport sexuel. C'est un enjeu personnel et social qui est très important. C'est une source profonde de valorisation. Quand on va bien dans sa vie sexuelle, bien, on se sent heureux. Et à l'inverse, dès que ça ne va pas,
on est très vite très mal. Il y a un vrai mal-être. Et je pense que les sexologues, ce n'est pas des spécialités secondaires qui passent derrière les cartes. Il y a des gens qui ont une vraie souffrance, un vrai mal-être. Il n'y a jamais autant de personnes qui pleurent dans mon bureau que pour des consultations de sexologie. Non, il se passe pas toujours des choses très marrantes dans mon bureau. Et c'est surtout en sexologie que les gens pleurent beaucoup. Il y a un vrai mal-être. Il faut s'en occuper. La sexualité n'est pas du tout un truc de second plan. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que la normalité? On ne peut pas parler de sexualité sans parler de normalité sexuelle. Chacun a sa normalité. Alors, ce que j'ai lu, donc j'ai sorti plein de revues médicales très intéressantes qui disent que les Français ont en moyenne 2 rapports sexuels par semaine, que les rapports sexuels sont plus satisfaisants le matin que le soir. C'est écrit, hein. La durée idéale d'un rapport sexuel, je fais un peu de légèreté. Enfin, Que le nombre idéal que la durée idéale d'un rapport sexuel, c'est 7 à 8 minutes. Et j'ai lu aussi que le nombre idéal d'orgasmes féminins par rapport était de 3. Il faut avoir 3 orgasmes. Ben non, mais j'ai lu, je vais vous montrer les revues médicales dans lesquelles j'ai lu ça. Que le fantasme préféré des Français, c'était de faire l'amour à la plage. Et que la position du missionnaire, c'est ce qui permettait à la femme d'avoir un orgasme le plus rapidement. Et que j'ai lu aussi qu'il y avait une étude, d'après une étude, qui disait que les rapports extra-conjugaux qui montraient la vie sexuelle. D'accord? Donc ça, voilà ce qu'on dit sur la sexualité. Et voilà où j'ai lu ça. D'accord? Et ça, j'en parle parce que c'est une vraie souffrance de notre société. D'accord? De nous imprimer une espèce de normalité. Voilà, que c'est eux qui disent ça. C'est du bas, c'est ça. Il faut brouiller tout ça. Voilà. Et que finalement, si on s'en tient à ça, la normalité, c'est finalement d'avoir 2 rapports sexuels de 7 minutes le matin par semaine en missionnaire à la plage. Et puis, un petit rapport extra-conjugal de temps en temps. Donc, mesdames, mon objectif ce soir, c'est de faire en sorte que vous puissiez avancer. D'accord? Alors, ça fait sourire, mais voilà un petit peu l'image qu'on véhicule. Et ça, c'est dramatique. J'appelle ça la pornographie en danse. Alors, pas forcément une pornographie visuelle, mais toutes ces images-là, cette normalité qu'on nous imprime, parce que finalement, je voyais tout le monde qui pourrait des trucs comme ça, voilà, parce que c'est pas notre normalité, c'est la normalité. C'est l'espèce de normalité idéalisée, voilà, parce que dans notre société, ça doit être comme ça qu'on doit être heureux. Et finalement, nous, on lit ça, on est imprimé de ça tout le temps à la publicité, dans les médias, dans l'art, dans la presse, et ça devient notre normalité. Et quand on n'a pas ça, quand on n'a plus ça, on est malheureux. Alors qu'on n'a pas forcément une sexualité qui est pour tout. Bon, contrairement à l'image d'une sexualité fun, ludique, satisfaisante pour tous, qu'on peut avoir, d'accord, je ne dis pas que c'est un objectif inaccessible, et que la société et les médias nous renvoient tout le temps, quotidiennement, les rapports sexuels sont pour un certain nombre de femmes et d'hommes, que ce soit pour des raisons de cancer, d'autres maladies, d'autres fragilités, une source de difficulté, c'est ce de difficulté, ça entraîne une réelle détresse personnelle et une souffrance. N'oubliez pas qu'il n'y a pas une normalité, mais qu'on ne vise pas un truc précis, on vise d'aller mieux soi-même. Et c'est pour ça que c'est difficile ce soir de donner une recette miracle pour chacune, parce que vous n'avez pas du tout les mêmes attentes. Donc, chacun a sa normalité. Sa normalité, on l'a construit par rapport à son éducation. La sexualité, c'est un construit qui est pulsionnel et relationnel. Mais globalement, on a tous des pulsions sexuelles, des envies, des désirs, et puis on aspire tous à une dimension plus relationnelle, d'appartenance, d'avoir un couple. Voilà. Et c'est ça aussi la sexualité. C'est pas que du corps, c'est beaucoup d'esprit. Des zones érogènes, comme je dis, les organes sexuels, des zones érogènes. Alors, si je demande à chacun de citer une zone érogène, on va me dire voilà, la principale zone érogène, elle est à l'intérieur d'ici, dans le crâne. Et surtout l'amour avec sa tête, avec ses mains. Donc, c'est un construit qui est pulsionnel, qui est relationnel, qui est acquis. C'est quelque chose qui s'apprend. Voilà, on a des pulsions dès l'enfance. Freud a très bien expliqué ça. Les bébés, les enfants ont des pulsions sexuelles. Mais après, on va moduler ces pulsions sexuelles pour en faire un objet de relation, un objet d'ouverture à l'autre. Alors,
y mettant des sentiments, de l'amour, en y mettant des concepts comme la soumission, la domination, qui ne sont pas forcément des mauvaises choses, mais on va construire notre couple, on va faire évoluer cette sexualité en l'apprenant. Donc il y a un apprentissage, et ça c'est important parce qu'en matière de cancérologie, des fois il faut prendre le temps de réapprendre un petit peu ces choses-là. C'est-à-dire qu'on passe on avait une sexualité très automatique, très routinière, qu'on comprend presque plus, on vivait simplement sans plus la comprendre. Et puis le cancer crée une rupture, et il faut des fois revenir un petit peu en arrière et réapprendre un petit peu les phases, retrouver des sensations, retrouver du corps, retrouver du plaisir. C'est quelque chose qui est vivant, qui est évolutif au sein du couple. Le couple, c'est quelque chose, il y a une approche systémique qui dit que voilà, on ne peut pas faire de la sexologie sans réparer. Il y a toujours de la thérapie de couple. Le couple, c'est un élément qui est vivant. On n'a pas la même sexualité quand on a 20 ans, quand on a 40 ans, quand on a 80 ans. Et elle n'est pas moins bien à 80 ans qu'à 20 ans. On sera plus dans le soin, dans la tendresse, voilà. Et puis beaucoup plus dans la pulsion quand on a 20 ans. Et encore, et des fois c'est l'inverse. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas la même sexualité d'un bout à l'autre. Donc, il ne faut pas, en tant que sexologue, imprimer son image de la sexualité, ou quand vous discutez avec des copines et donner des conseils, faites attention. Bon, vos repères ne sont pas forcément les siens, et ça peut être très intrusif, et surtout contre-productif, de vouloir les obliger à donner votre point de vue. Il faut vraiment prendre le temps de comprendre quelles sont les attentes de votre patient. Et je suis plutôt habitué à faire des cours aux soignants que c'est pas facile. Après, je peux en parler des heures. Voilà. Donc, le but, c'est d'aboutir à un équilibre. La sexualité, c'est des bonnes choses et des mauvaises choses. C'est du plaisir et de la frustration. Il y a des choses qui sont bien, des choses qui ne sont pas bien, des choses qui nous plaisent, des choses qui ne nous plaisent pas, des efforts qu'on fait pour l'autre, que l'autre doit faire aussi pour nous, etc. Et le but, c'est d'aboutir à quelque chose qui est équilibré. Le souci, on l'aura quand c'est déséquilibré. Et puis, le cancer, c'est une source de désir. Avoir, quand on avait du désir l'un pour l'autre, que ça se passait bien avec la fréquence de rapport que vous voulez, mais que c'était une sexualité épanouissante et que le cancer s'installe là, que la libido baisse, on n'a plus envie, on se sent frustré, on a peur que l'autre soit frustré. Vous allez voir que c'est un énorme moteur de mal-être. On souffre beaucoup plus de penser que l'autre souffre plus que ce qu'on souffre quand même. Voilà, donc le but, c'est de restaurer cet équilibre. Le but, c'est pas de faire que ce soit parfait. Je cite toujours l'exemple, par exemple, de l'homme qui a une éjaculation prématurée, par exemple, qui va se mettre en couple avec une femme qui n'est pas très intéressée par les rapports, qui cherche plus le relationnel, la confiance mutuelle, la protection, qui est un peu moins dans la pulsion, dans l'obtention de plaisir. Et bien finalement, ils sont aboutis à un équilibre. C'est pas forcément une mauvaise chose. Quand on va vouloir nous dire, ah, les moyens de durer beaucoup de temps, je peux faire en sorte que le rapport il dure une heure, sauf que là, ça ne va pas du tout lui convenir. Ce n'est pas du tout ce qu'elle cherche. Et pour le coup, à vouloir faire bien, à vouloir imprimer votre image d'une sexualité idéale, vous allez créer un déséquilibre dans le couple et vous allez venir à ce couple-là. Il faut toujours demander en sexologie, quand on va définir le cadre, qu'est-ce qu'ils attendent pour cette sexualité, qu'est-ce qui ne va pas. Ah ben, j'ai plus envie, d'accord, mais est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un problème pour vous? Est-ce que c'est un problème pour votre partenaire? Est-ce que c'est un problème pour vous deux? Non, parce que lui, il n'a plus très envie non plus. Et puis, on va leur apprendre à retrouver du couple autour d'autres choses que de la sexualité pénétrante. Mais toujours se poser la question des attentes de l'un, de l'autre et des deux. Voilà, alors quels sont les éléments qui sont nécessaires à une bonne santé sexuelle? Je les mets là, ça fait un peu catalogue, mais vous allez voir que le cancer, il intervient sur la diapo d'après, je vous mettrai en rouge, là où le cancer peut agir. Pour avoir une vie sexuelle de qualité, il faut de la physiologie. Il faut des vaisseaux qui marchent, parce que l'érection, même chose pour les clitoris. Il faut des nerfs qui fonctionnent pour que l'influx nerveux soit transmis, que le plaisir, c'est de la sensation, c'est du sensitif. Il faut des nerfs pour transmettre un petit peu tout ça. Il faut des hormones, parce que les pulsions, elles sont un petit peu dictées par les hormones, pas que. Mais, il faut donc, sur le plan endocrinien, sur le plan vasculaire, sur le plan neurologique, il faut que ça fonctionne. Il faut aussi de la sécurité par rapport à l'avenir, au niveau affectif, au niveau financier. Mine de rien, ça joue aussi. Et on voit tout de suite que le cancer, il va jouer là-dessus. Cette sécurité, pas forcément affective, cette sécurité de l'avenir. Qu'est-ce que l'avenir me réserve? Ça crée une précarité qui est difficile à appréhender au départ. Donc, il
Il faut de la sécurité, il faut de l'intimité. C'est pas facile. Il faut de l'introspection, il faut avoir la capacité d'imaginer des choses, de se mettre en scène, de penser à des situations excitantes. Ça, il y a beaucoup de couples qui ne savent pas le faire, ne savent plus le faire, et il y a des outils aussi pour restaurer un petit peu ça. Il faut de la confiance, il faut de lâcher prise, il faut avoir confiance, parce que vous avez des trucs du désir. Et puis quand on fuit un petit peu, son mari, il est violent avec elle, il donne des coups 3 fois par semaine. Comment vous voulez que ça aille mieux au niveau plaisir, au niveau désir, quand on a peur de son partenaire? C'est des choses élémentaires, ça paraît évident. La sexologie, c'est beaucoup de bon sens. Il faut de l'apprentissage, voilà, c'est comme tout, c'est une fonction qui s'apprend, comme bien manger, comme bien dormir, comme faire du sport, voilà, ça c'est pas inné, il faut l'apprendre, c'est un parcours d'apprentissage qui est obligatoire, qui est un peu long, et souvent zappé par certaines personnes pour des pressions religieuses ou éducatives, et il faut des fois savoir régresser, revenir en arrière et réapprendre des bases, de manière à pouvoir construire son apprentissage de la sexualité, l'apprentissage de son corps. Il faut de la communication, c'est très important. Alors, cette communication, elle s'use avec l'âge. Plus un couple est ensemble depuis longtemps, plus la communication prend du plomb dans l'aile. Et c'est quelque chose qui doit être travaillé tout le temps. Communiquer, parler des choses, être honnête, ne pas mentir, ne pas simuler, voilà, partager des choses, communier. La communication, du genre et de l'orientation sexuelle, ça c'est une chose. Et les ennemis de la santé sexuelle, c'est un peu l'inverse de ça. C'est la précarité, c'est la maladie, c'est le manque d'estime de soi. Quand on n'aime pas son corps, on a du mal à l'offrir à l'autre, on a du mal à l'accepter, on a du mal à prendre du plaisir avec. Il faut absolument travailler là-dessus. C'est les interdits, c'est les tabous, c'est la religion, c'est l'éducation, c'est le manque d'apprentissage sexuel, par exemple, qui va nuire à l'ignorance à l'épanouissement sexuel. Les addictions, globalement, c'est pas très bon. L'alcool, ça peut être bien, toxique pour la sexualité. C'est valable aussi pour toutes les drogues. La routine, qui est un puissant inhibiteur de la sexualité, qui crée des vices à la sexualité, ça va créer des sexualités qui sont un petit peu déviantes et contre lesquelles il faut lutter. Et puis, tout ce formatage social, cette pornographie ambiante, comme je dis, qui nous imprime des messages que si on n'a pas ça, on est malheureux. Et finalement, quand on n'a pas ça, on est non pas de quoi être malheureux, mais on est malheureux quand même. Un petit peu la recette bien. Il faut essayer de restaurer tout ça. Le cancer, il agit il agit sur tout ça. Donc, il agit sur la physiologie. Je ne pas de mettre il agit sur la physiologie, il agit sur cette sécurité par rapport à l'avenir, cette précarité en matière d'avenir qui est difficile à gérer. C'est pour ça qu'il faut apprendre aux gens à être dans le présent. Pas à chercher à retrouver ce qu'ils avaient dans le passé, c'est un modèle certes, mais il ne faut pas forcément chercher à revenir comme c'était avant, il ne faut pas se demander ce que ça va être après. Les choses, les sensations, elles sont dans le présent, le couple il est là, le mari il est là, votre corps il est là. Il faut s'en occuper maintenant. Ce qui se passera demain, dans 1 an, dans 2 ans, on verra. Et apprendre à être dans le présent. Et ce qui change un petit peu le modèle social, parce que le modèle social, il est toujours de créer quelque chose, d'avoir plus d'argent, d'avoir plus de ça, d'avoir des enfants, de voir si dans bientôt, et dans 2 ans, et dans 10 ans, et la maison. On peut apprendre à être dans le présent. Ça joue sur l'introspection et l'imaginaire. L'esprit il est envahi par la maladie, les angoisses, les traitements. Il faut faire face à des tas de choses, et puis on a du mal à lâcher prise pour retrouver un petit peu de liberté, d'insouciance, de sérénité. Ça joue sur la communication. Parce que quand on est malade, on se sent isolé, on se sent incompris, on va voir un petit peu pourquoi après. Et puis, donc, la précarité, la maladie, le manque d'estime de soi, et les interdits, les tabous, etc. Voilà, le cancer, il va induire une perte de repères. Chose simple, quand on a un cancer, on est perdu. On ne sait pas ce qu'on va devenir, on ne sait pas comment on va évaluer notre corps. Ça crée une perte de repères. Il y a souvent une perte du plaisir, une perte du désir. Qu'est-ce qui est le premier, de l'œuf ou de la poule? Bon, quelque part, quand on perd le plaisir, on perd le désir. Il faut restaurer un petit peu tout ça. Ça va créer, si on ne fait rien, des évitements, des excuses. Voilà. Quand la sexualité elle n'est pas épanouissante, parce que, par exemple, il y a des complications, où les sensations sont moins agréables qu'avant, à cause des traitements que vous pouvez avoir, eh ben, on ne va pas forcément dire au partenaire que ce qui se passe réellement. On va dire non, je mets à la tête, pas ce soir. On va trouver des excuses pour ne pas le blesser, parce qu'on ne veut pas lui dire. On a peur qu'il s'imagine qu'on ne l'aime plus. Ou on a peur qu'il nous quitte,
on se retrouve abandonné. Donc, on va trouver des conduites d'évitement, on va trouver des excuses, on va se retirer. Progressivement, on va se désintéresser de la sexualité. On va compenser par autre chose. On va se mettre dans la lecture, dans le sport. Et puis, plus on attend, ça va créer de l'isolement, ça va créer du mal-être et ça va créer de la dépression. C'est un cercle vicieux qui, s'il n'y a pas quelqu'un qui le rompt, si à un moment donné, vous ne dites pas « stop, il faut que je fasse quelque chose », ça va continuer comme ça et forcément, il y aura. Ce qui est clair, c'est que moins on a de rapports sexuels, moins on a envie d'en avoir. C'est une dynamique de récompense. Hein. Quelque chose qui est plaisant, on a envie de le faire. Quand le rapport il est épanouissant, on a envie de recommencer. Et puis quand on recommence, eh bien, on se connaît mieux et c'est encore mieux et on a encore envie de recommencer. Donc, quand on a moins de rapports sexuels, globalement, on aura envie de moins en avoir. Plus le problème est ancien, plus il est difficile à traiter. Tout à l'heure, plus cette spirale, on se sera enfoncé dans cette spirale et plus ce sera difficile d'en sortir. C'est pas possible, mais c'est plus difficile. Et puis, il n'y a jamais qu'une seule explication, qu'un seul coupable. C'est pas la faute d'elle ou la faute de lui, c'est toujours la faute des deux personnes. Forcément, quand une personne réagit d'une certaine façon, il y a forcément une réaction de l'autre, qui est adaptée ou pas adaptée. Donc, il ne faut pas se concentrer sur un travail sexologique uniquement de la dame qui a un cancer du sein et qui pense avoir elle seule un problème. Il faut toujours soigner le couple parce que l'image que lui renvoie son mari, elle a forcément une importance. Voilà, donc je pense que le soutien sexologique, il est indispensable à la prise en charge de tous les cancers. Qu'est-ce qu'il faut faire en sexologie? Il faut expliquer le cadre sexologique. Une consultation de sexo, ce n'est pas une consultation de gynéco. On va parler de choses qui sont difficiles, intimes, il faut fixer des règles. Dire à la personne que si ça va trop loin, si c'est trop intrusif, on a le droit de dire stop, on lève la main, on ne répond pas à la question. C'est une question trop intime, je ne peux pas y aller. Il ne faut pas se sentir prisonnier. Donc ça, on l'explique à la première consultation. Il faut une distance. Voilà, le sexologue, ce n'est pas un copain, ce n'est pas un frangin, ce n'est pas un ami, c'est un soignant. Voilà. On parle de choses qui sont intimes. Il faut savoir se mettre à la distance. Il faut qu'il ait confiance en lui, mais ça reste un pilier, quelqu'un qui est là pour vous aider. Ça, c'est notre rôle de mettre ça en place sur la première consultation. Il faut faire l'état des lieux de l'avant. Comment vous fonctionniez avant, comment c'était votre couple, comment c'était votre sexualité, c'est quoi vos attentes, qu'est-ce qui est le plus important pour vous, où vous en êtes dans votre couple autant. Est-ce qu'on est encore beaucoup dans la pulsion, le plaisir, les rapports un petit peu débridés, ou est-ce qu'on est déjà un petit peu dans le soin, dans la sérénité, l'amitié, la tendresse, etc. Ça va un petit peu. Les gens en sont. Et de restaurer au plus près la situation qu'ils avaient, et pas forcément fait moins bien que ce qu'ils avaient, ou différemment de ce qu'ils avaient. Il faut expliquer les transformations du corps. Le cancer, ça change le corps. La maladie la tumeur change le corps. L'opération de cette tumeur va changer le corps. On peut voir un peu les points importants là, sous le tableau. La radiothérapie va changer le corps. Il faut expliquer cette transformation du corps. Ce corps, vous en êtes obligé de vivre avec. Il faut l'accepter. Ce corps, à part ses cicatrices, il reste fonctionnel, il respire, il mange, il digère, il élimine les déchets et il est capable de vous apporter du plaisir différemment. Et souvent, cette perte de plaisir, cette perte de désir, elle vient de cette image du corps qui est fortement dégradée, qu'on ne veut pas, qu'on refuse, contre laquelle on se révolte même des fois. Et ça, ce défaut d'acceptation du corps fait que ça va mener à des difficultés sexuelles. Voilà, donc expliquer les transformations du corps, expliquer les transformations de l'esprit. Comment ça se fait que je réagis comme ça? Voir ce qui est rationnel et ce qui n'est pas, on va en parler. Expliquer les transformations qu'il y a dans le couple. Voilà, l'arrivée d'un cancer, ça change le couple. Il faut expliquer aussi ce qui se passe au niveau du couple. Pourquoi ça se passe comme ça? Ça n'apportera pas forcément de solution à vos problèmes, mais déjà, comprenez pourquoi les transformations du corps font que vous avez des soucis sexuels. Comprenez pourquoi les transformations du corps font que vous avez des soucis sexuels. On va pas mieux, mais en tout cas, ça explique les choses. C'est pas un truc qui nous tombe dessus comme ça. Il y a une explication, il y a une cause, et que l'on la connaît, et qu'on peut la travailler et faire en sorte que ça aille mieux. D'accord? Il faut critiquer, parce qu'il y a des choses qui sont rationnelles, des choses qui ne sont pas. On s'imagine des choses qui
certaines choses vont arriver alors que ça n'arrivera pas. Encore une fois, je n'ai plus de sein, enfin, il me manque un sein, je ne suis plus séduisante, mon mari va me quitter. Donc, sûr que celles qui ont tout ça se sont dit ça, et pourtant, ça n'est pas rationnel. C'est pas parce qu'il manque un sein qu'on n'est plus une femme, on a perdu de la féminité, pas qu'elle sert. Et en tout cas, il n'y a aucune raison que votre mari ne soit plus amoureux de vous si vous manquez un sein. Il n'y a aucune raison. Il n'a jamais dit, il vous a jamais menacé de le faire. Donc ça, c'est pas rationnel. Ça, c'est une réaction de l'esprit. Il faut comprendre, contre laquelle il faut prendre un petit peu les yeux là-dessus et faire en sorte que votre esprit regarde la réalité de la façon dont elle est. Pas s'imagine des choses pires que la réalité. Quand je dis critiquer, c'est ça, c'est savoir ce qui est rationnel et ce qui ne l'est pas. Il faut restaurer, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que ça aille mieux, restaurer des contacts, du plaisir, retrouver des sensations agréables, enlever ces effets secondaires des traitements, améliorant la lubrification par exemple, pour faire pour restaurer une qualité sexuelle. Et puis il faut évaluer, revoir un petit peu, 3 semaines après, 1 mois après, 2 mois après, est-ce que c'est mieux? Est-ce que ce qu'on a fait là, c'est mieux? Est-ce que le fait de réfléchir comme ça, de faire cet exercice corporel, de faire de l'hypnose, de faire du sport ensemble, de redévelopper le couple, est-ce que ça vous aide? Est-ce que ça ne vous aide pas? Oui, ça m'aide, mais c'est encore pas suffisant. Bon, on va rajouter ça. Non, ça m'aide pas. Bon, on va changer de voie, on va abandonner l'hypnose, on va faire tout ça, etc. Voilà. Il faut reprendre un petit peu les choses, accompagner les gens et toujours remettre l'ouvrage, l'expression, remettre la main sur l'ouvrage. Ah, voilà. Toujours se dire ce qu'on a fait, est-ce que ça marche, ou est-ce que ça ne marche pas, et puis de reprendre un petit peu les choses. Il y a plein d'abords possibles pour évaluer les choses. Expliquer le corps, c'est expliquer la maladie, c'est expliquer la chirurgie, c'est expliquer qu'il va y avoir une cicatrice ici, c'est expliquer voilà comment votre corps il sera après, c'est montrer les photos, c'est apprendre, montrer le résultat aux patients, c'est les aider à se regarder dans un miroir. Quand la cicatrice de mastectomie, on l'apprend pour la première fois, c'est les accompagner pour toucher cette cicatrice au départ, c'est leur montrer que tel endroit, c'est insensible, à tel endroit, c'est hyper sensible, que ça va s'améliorer avec le temps. Il faut expliquer toutes ces transformations du corps. Quand on utilise des chimiothérapies, de l'organothérapie, de l'immunothérapie, il faut expliquer tous les effets secondaires qu'il peut avoir. Alors, il faut trouver le compromis entre ne pas dire trop pour angoisser les gens. Il faut dire les choses. Voilà. Ne pas dire qu'il y aura des effets secondaires, ça n'empêchera pas les effets. Quelque part, il faut dire qu'il y aura des effets secondaires, mais qu'on essaiera par tous les moyens de les améliorer. On peut toujours faire moins pire. En tout cas, ne pas prévenir une patiente qui a s'opère une sensitif au niveau sexuel. C'est la laisser se dire mais qu'est-ce qui se passe? J'ai un autre cancer qui ne m'arrive pas, c'est pas grave, on a prévu ça. Voilà. Il suffit de dire ça peut arriver, si jamais ça arrive, on peut vous aider, faites-le voir, faites-le signe, et les choses s'arrangent. Expliquer le corps, ça c'est assez facile. Ça, les oncologues, les gynécologues le font assez bien parce qu'on connaît ça. Expliquer l'atteinte des sens, les traitements, le cancer, ça bousille tous les sens. Le toucher, certaines chimiothérapies, qui fait des trucs neurologiques. L'odorat, la vue, tout peut être touché. Donc, tout ce qui fait que le langage de votre corps, la sexualité, c'est le langage de 2 corps. Et ben, ça passe par les 5 sens et tous ces sens peuvent être altérés. Donc, pareil, de la même façon qu'on va dire la cicatrice sera là, il y aura 50 traitements, ben, il faut parler de toutes ces transformations-là et y compris ce qui va se passer aussi sur le plan sensoriel. Voilà, expliquer aussi les modifications du désir et du plaisir, les deux sont liés, pour des tas de raisons. Le désir peut baisser à cause de la chimiothérapie. Voilà. Expliquer l'esprit, c'est expliquer quel regard vous avez sur votre corps. On peut passer par toutes les étapes. Il y a de la colère, souvent au début. On ne comprend pas pourquoi ce corps se révolte contre nous. Qu'est-ce qu'on lui a fait pour qu'il y ait une maladie qui démarre comme ça? On veut à son corps faire du mal quelque part. Et puis on le brutalise ce corps. En mangeant mal, en fumant, on se révolte un petit peu contre ce corps. Donc on déteste ce corps et quelque part ça dépersonnalise un petit peu. On ne peut plus le voir ce corps. On a trahi et on veut l'oublier. Il faut quelque part, non, ça reste votre corps. Et puis il faut se réinstaller dedans. Et il faut retrouver du positif, il faut retrouver de la sensation agréable.
peut y avoir de la culpabilité, de la sanction. Est-ce que j'ai mérité ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter? J'ai un mauvais karma, c'est parce que j'ai été méchante avec un tel, voilà. On s'imagine des choses qui ne sont pas rationnelles, et voilà comment l'esprit réagit. Et tout ça, ça fait que j'ai été une mauvaise personne, on m'a infligé ça, donc de toute façon, j'ai plus le droit au plaisir sexuel, et puis c'est normal que je suis en colère contre mon corps, je déteste mon corps, je ne lui donnerai plus. C'est des schémas d'esprit dont on n'a pas forcément conscience, hein, c'est quelque chose d'assez inconscient, mais dont il faut parler pour expliquer que c'est normal de réagir comme ça. On passe par ces phases-là et expliquer que est-ce que c'est rationnel de se dire ça? Ben non, pas complètement, et puis d'apprendre à voir un petit peu les choses différemment, forcer son cerveau à voir un petit peu les choses différemment. Cette précarité existentielle, elle existe, mais en même temps, quand le cancer du sein il est traité, qu'on s'en occupe, les résultats sont bons, il n'y a pas forcément de raison de craindre l'avenir. Ou en tout cas, de craindre un petit peu, il peut y avoir une incertitude, mais qui n'est certainement pas à la hauteur de ce que vous imaginez. C'est justement d'expliquer que c'est normal que notre esprit ait peur, qu'on s'imagine toujours le pire, que quand on vous dit qu'il y a une grande majorité des patients qui ont bien plein d'années, et bien pas se dire qu'on n'en fera pas partie. Il n'y a aucune raison que vous disiez que vous n'en ferez pas partie. Il faut rebooster un petit peu tout ça et rester rationnel. Se dire aussi qu'on perd sa féminité, on perd sa fécondité. Perdre sa fécondité, des fois c'est vrai, effectivement. La chimiothérapie peut induire des ménopauses, donc c'est vrai, mais encore une fois, si ça doit l'induire, il y a des mesures de conservation, on peut faire des prélèvements pour perdre des ovocytes, on peut contourner le problème, on ne peut pas l'empêcher, mais on peut contourner le problème. Perdre sa féminité, il n'y a aucune raison. Pareil, encore une fois, c'est une réaction qui n'est pas rationnelle. Se dire que parce qu'on a un cancer du sein, qu'on a retiré un sein d'une femme, ça n'est pas rationnel. Il faut accepter de se voir en photo, se comparer par rapport à des choses qu'on trouve belles et se rendre compte que finalement, cette absence de sein, elle ne trahit pas votre féminité pour autant. Ce n'est pas tout seul, mais c'est aussi un travail de sexologie. C'est très proche de la psychologie, hein, parce qu'on a des outils qui sont un peu. Et ça fait aussi partie du travail sexologique pour restaurer cette faculté de cette vie sexuelle. Lutter contre les idées reçues, les fausses croyances. Par exemple, j'ai eu un PET scan ou une scintille, je ne peux pas faire l'amour avec mon cadet parce que je suis radioactif. Pas totalement faux, mais ça ne dure pas très longtemps. Voilà, ou de la même façon, quelqu'un qui a un homme qui aura une chimiothérapie pour quelque chose, dit non, mais la chimiothérapie, ça passe dans le sperme, donc je risque de faire du mal à ma partenaire. Donc déjà, quand je parle pas plusieurs spermes, donc, voilà. Donc ça, c'est des idées reçues, c'est des fausses croyances contre lesquelles il faut lutter aussi. Et ça, cet esprit, il ne peut pas s'empêcher de le faire. Même si vous n'êtes pas bête, forcément, cet esprit, il réagit comme ça. Il réagit par excès ou par défaut, ou en croyant des choses qui ne sont pas vraies. Il faut toujours lui apprendre, vous apprendre à rester objectif. Voilà. Et puis lutter contre cette pression sociale et médiatique que j'ai montré au début, qui fait que quand on n'a plus, parce qu'on a un cancer, qu'on a autre chose, quand on n'a plus cette sexualité obligé d'avoir pour être heureux, parce qu'on n'a pas le droit, on ne peut pas être heureux si on n'a pas ça, et bien on se retrouve en situation de handicap, finalement. Je ne suis plus rien, j'ai plus de désir, j'ai plus de plaisir à cause de ma maladie, donc je ne suis plus dans la société. C'est comme être encore dans la société, même si on est un petit peu fragile, qu'est-ce que donc, réapprendre, expliquer les mécanismes de réaction de l'esprit, expliquer le couple aussi. Donc, le regard de mon mari, il change sur moi, c'est normal. Mais il faut lui laisser le temps de s'habituer, il faut en parler avec lui, il faut le guider aussi. C'est quelque chose qui est traumatisant pour vous, c'est aussi traumatisant pour lui. Il faut lui montrer ce nouveau corps, il faut lui faire découvrir ce nouveau corps, l'amener à visiter ce nouveau corps, voilà, de faire attention. Et ça, pareil, vous aider aussi à ce qui se passe. Voilà. Le regard qui porte sur vous, on peut se sentir coupable pour deux choses. C'est le principe aussi de l'objectivité de narcissisme. C'est très psychanalytique, ça, mais globalement, la sexualité, c'est prendre du plaisir pour soi. Je me procure du plaisir avec la sexualité, ça c'est un narcissisme. Je procure du plaisir à mon mari. Alors, ça, c'est de l'objectivité. C'est-à-dire qu'on fait plaisir à l'autre. Mais en même temps, en faisant plaisir à l'autre et en voyant qu'il prend du plaisir, et ben on prend du plaisir soi-même. On revient dans le narcissisme. Vous voyez, cet effet un petit peu ping-pong qu'on a toujours dans un couple. Quelque part, il y a votre image de vous sur vous, il y a l'image que lui, il a de vous, et puis l'image qu'il vous renvoie de vous. Un peu compliqué. Voilà, tous ces éléments-là, c'est important. Il faut parler un petit peu de tout ça, expliquer tout ça. Expliquer le couple aussi, c'est expliquer l'appartenance, la protection, la soumission, la dépendance, la séduction. C'est des grands concepts d'hommes,
de femme, pas que la femme aurait dû. Non, c'est pas ce que je dis, mais il n'empêche qu'on est quand même élevé comme ça. Tu vois, que quelque part, c'est aussi plaisant, quand on est une femme, de se sentir appartenir à quelqu'un, protégée par quelqu'un, couverte par quelqu'un, réchauffée par quelqu'un. De la même façon que quand on est un homme, c'est important de se sentir performant, fort, protecteur, etc. Voilà. N'oublie pas que je ne suis pas un macho, voilà. Mais c'est n'empêche que c'est des schémas de pensée qui sont dans les couples et que des fois, il faut savoir restaurer. Quand on a des traumatismes comme l'arrivée d'un cancer, ça peut des fois mettre ces symboles un petit peu en difficulté et il faut savoir relancer aussi un petit peu ça, évidemment. Dans un couple, il peut y avoir une régression sexuelle. Très souvent, c'est le cas quand on a un cancer. Il y a la fréquence des rapports diminue pour des tas de raisons. Et au contraire, des fois, il y a une espèce de fuite en avant où on va avoir des rapports. Comme si on voulait se vider la tête, ne plus penser à rien et être tout le temps dans l'excitation de manière à oublier la réalité. Quelque part, c'est un petit peu la même chose qu'on fait en prenant des stupéfiants ou en buvant. Voilà. C'est l'ivresse. On cherche l'ivresse. L'ivresse sensorielle, l'ivresse du plaisir de manière à déconnecter de la réalité. C'est tout aussi mauvais que l'intérêt de la sexualité. Il faut restaurer un équilibre raisonnable. Et puis toujours se demander quelles sont les attentes de chacun. Encore une fois, quand une femme se retrouve avec moins de désir, cherche à échapper un petit peu au rapport, elle va très vite s'imaginer que son mari est en défaut, est frustré, il va lui en vouloir, alors que très souvent, le partenaire est dans le même état que vous. Il souffre aussi de ça, qu'il a plus envie d'être dans le soin, qu'il a lui-même un petit peu moins envie, qu'il a un petit peu peur aussi de faire mal. Voilà, il sait que vous êtes malade, il sait que vous êtes dans sa tête, il sait que vous êtes malade, il sait que vous êtes fragile, il sait qu'il faut faire attention, il ne faut pas protester. Et ça aussi, c'est. Voilà, donc finalement, ce que la femme pense que son mari attend n'est pas ce que le mari attend. Toujours faire parler les gens, ne jamais laisser une façon de discuter où mon mari pense que. Non, mon mari pense que. Moi, j'arrête plus. Mon mari, qu'est-ce que tu penses? Voilà. Mais ne pas laisser interpréter les choses. Que le couple se parle, que le cerveau de la femme discute avec le cerveau de l'homme. Voilà, critiquer ce qui est talent, donc c'est rester rationnel. Et le but de ça, c'est il faut qu'à la fin, que vous ayez compris ce qui vous arrive pour de vrai et ce qui ne vous arrive pas. Vous que ça vous arrive. Encore une fois, il y a une maladie, il y a une rançon cicatricielle, mais ça ne veut pas dire que voilà, qu'il va se passer des choses. C'est la pensée magique, ça. C'est toujours des choses plus graves que la réalité. Voilà, toujours se redire, à la fin de la consultation, à la fin du travail sexologique, vous pouvez vous dire, bon, ça c'est vrai, c'est quelque chose qui arrive, je n'entends pas. Ça, je pensais que c'était ça, et en fait, non, c'est pas ça. Par rapport à ça. Il faut que vous ayez compris pourquoi vous réagissez comme ça, et dans votre corps, et dans votre esprit. Il faut que vous ayez compris pourquoi il ou elle réagit comme ça. C'est votre travail sur l'explication du couple. Et il faut se concentrer sur ce qui est, pas sur ce qui était, parce que c'est révolu, il s'est passé quelque chose, il y a eu un événement, il faut faire avec, et ce sera peut-être plus jamais comme avant. Mais la quête de retrouver ce qu'il y avait avant, c'est pas forcément le fond. Et pas se dire, oui, mais d'accord, mais on va faire ça, mais comment ça va être dans 2 ans? Eh bien, je sais pas. D'accord? Mais réapprendre à être dans le présent, chose qu'on ne sait plus faire. Et puis, se dire qu'à la fin du travail sexologique, pouvoir dire, je suis une femme. Quand reste une femme, je reste moi, vous n'êtes pas différente à la fin du travail sexologique au début, de la même façon que vous n'êtes pas différente après le cancer qu'avant le cancer, à part le cancer, que souvent on a enlevé, qu'on a traité, qui est forcément là. Votre corps est là, fonctionne pour la plupart des organes de la même façon qu'avant. C'est juste qu'on a perdu l'usage de soi et puis que vous restez ça. Beaucoup de diapos, Stéphane. Non, c'est la critique scolaire. Vous êtes pareil, en fait. Il n'y a pas de souci. Je note de quoi compléter pour. Donc, c'est nickel. Bon, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là que c'est un peu frustrant pour vous parce que vous n'avez pas de recette, je ne peux pas dire les traitements qu'il faut, je ne vais pas dire les traitements qu'il faut utiliser, que des fois on utilise un petit peu d'œstrogène. Bon, on va vous dire, bah oui, mais les œstrogènes, c'est contre-indiqué avec le cancer du sein, il ne faut pas les utiliser. En même temps, il y a un tel mal-être derrière. On utilise
des chimiothérapies, des traitements qui ont beaucoup d'effets secondaires, qui peuvent être dangereux. Voilà. On ne se pose pas la question s'il faut les utiliser, si c'est rentable ou pas. On les utilise parce que les gens ne vont pas bien. On les fait ces traitements-là. Là, les gens ne vont pas bien. La sexualité, ça devient catastrophique, c'est compliqué. Le couple est en péril. Même si on doit prendre des petits risques et utiliser un petit peu d'œstrogène pour améliorer transitoirement les choses pas longtemps, même si on sait qu'il peut y avoir un petit effet sur le cancer du sein, on va prendre ce risque-là quand même. Et on n'a pas le droit de ne pas le prendre. Et on doit le prendre avec vous, en discutant de la balance bénéfice-risque avec vous, de la même façon qu'on va faire un traitement par chimiothérapie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Informer le plus possible, reprendre le contrôle sur le corps. Ça, on sait à peu près bien le faire. Avec les médicaments, les médicaments, les hormones, les traitements antidépresseurs. Globalement, on sait faire. Ça, c'est ce qu'on fait plutôt bien. C'est quand on bricole notre cube, on fait une face. C'est déjà bien, on a fait une face. Mais tout le reste, l'esprit, le couple, la vie de tous les jours, forcément, il faut réapprendre à remettre toutes les couleurs en même temps. Reprendre le contrôle sur l'esprit, rester rationnel, savoir ce que vous avez, savoir ce que vous n'avez pas, trouver une façon de retrouver de l'estime de soi. Il y a plein d'outils qui existent pour ça. Il faut réapprendre à prendre soin de soi. Quand vous voulez à votre corps, et maintenant, retrouvez votre corps. Ressentez-vous bien dans votre corps, faites du sport, utilisez le maquillage, les parfums. Après, il y a le tatouage, le camouflage qui peut aider. Il y a tout un tas de choses. Donc, il faut réapprendre à aimer ce corps que vous connaissez bien, et qui vous a plu pendant très longtemps. Il y a aucune raison que vous ne connaissez pas. Voilà, communiquer, c'est très important dans un couple, savoir comment réagit l'autre, qu'est-ce que pense l'autre. Prendre des moments avec son partenaire, on va dire, bon, on en est où? Visiblement, on a des soucis, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on devrait se faire aider? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux? Il faut communiquer, c'est important. Restaurer le désir, donc retrouver une dynamique de couple, revenir en arrière. Souvenez-vous, oubliez la vie sexuelle que vous aviez avant, et souvenez-vous que la personne qui est votre partenaire, vous l'avez séduite, vous a plu. Qu'est-ce qui vous a plu chez lui? Comment vous vous êtes rencontrés? Les anecdotes de vacances, les restaurants, voilà. Et puis, réorchestrer tout ça. Quand je dis mise en scène, réalité augmentée, c'est ça un petit peu. On va pousser le couple à retrouver du lien, à retrouver l'essence qu'ils avaient, qui les a réunis au début. C'est bien de revenir très longtemps en arrière et relancer cette dynamique-là. D'abord de la complicité, ensuite de l'érotisme, ensuite de la sensualité, et après le désir par le voilà, se réapprendre son corps, c'est vachement important. Seul d'abord, voilà, réapprendre, retoucher. Ce sein, cette cicatrice, si elle est douloureuse, il faut y aller doucement, il faut essayer avec des huiles, il faut essayer plusieurs types d'huiles, se rendre compte que quand on utilise une, il n'y a plus d'autres. Et puis, quand on passe sa main sous l'eau chaude, on ressent un petit peu plus la chaleur, réapprendre à sentir le contact de la main sur la peau, la sensation agréable que ça peut générer, retrouver ces sensations-là. Exactement pareil pour la vulve aussi, réapprendre à mettre des lubrifiants, remettre un doigt, se rendre compte que oui, au début, c'est pas très agréable. Finalement, quand on fait comme ça, puis quand on touche là, puis quand on touche tout le temps, puis quand on appuie un peu moins fort, un peu plus fort, c'est plus agréable. Voilà, retrouver ces sensations-là toute seule au départ, et ensuite en et puis lâcher prise, s'autoriser. Essayer de trouver la paix, la sérénité, et puis s'autoriser des choses. Voilà. C'est fini. Voilà, donc ça, c'est un couple qui essaye de regarder dans le monde comment ça marche. Voilà. Voilà, je ne sais pas si ça correspond à vos attentes. J'espère en tout cas que ça vous montre que c'est à la fois un problème simple, on parle de choses simples en fait, et qu'il est difficile d'aborder, et que si vous, les gens que vous connaissez, sont perdus par rapport à ça, il ne faut pas hésiter à aller demander de l'aide d'abord à vos correspondants habituels, que ce soit le psychologue, que ce soit votre oncologue, qui, si vous en faites la demande spécifiquement, vous enverra voir un sexologue ou quelqu'un d'autre, peu importe. Des gens qui puissent vous aider à y voir un peu plus clair. Souvenez-vous de ce Rubik's Cube, ne pas vous laisser enfoncer dans le mélange de couleurs, réagir à temps. Sachant que c'est facile de remettre les choses en place quand ça vient d'être bousculé, et que c'est beaucoup plus difficile à faire. Je vous remercie de votre attention. Merci. C'est pareil, je te dis. Ça va après. Ça nous aide aussi sur des choses qu'on peut faire nous, parler en atelier, quoi. Faire un atelier et apprendre à se connaître.
Il y avait eu un dialogue. C'est non, mais on connexionne. Quelque chose de pratique peut marquer peut marcher. Il n'y a pas que ce soit esthétique. Une facture esthétique. À Tours, on avait des structures esthéticiennes, aussi des esthéticiennes qui se forment un petit peu à des certaines formations médicales sur le cancer, sur le handicap, sur l'autisme médulaire, etc. Et qui font en sorte de retrouver du plaisir à s'occuper de soi, à se maquiller. Alors ça va juste à retrouver du plaisir à se maquiller, à se faire les ongles, etc. Ou à décamoufler une cicatrice, à mettre du fond de teint pour coller une cicatrice gratuite de mastectomie. Voilà, c'est un petit peu leur rôle. Alors, c'est le faire autrement, mais ça marche chez tout le monde. Je pense que toutes les femmes retrouver reprendre soin de soi, je pense que ça marche chez tout le monde. Après, un atelier d'hypnose, par exemple, c'est difficile de faire ça en groupe, parce qu'il y en a qui vont être très réceptifs, qui savent lâcher prise, qui sauront se laisser aller, d'autres qui, au contraire, ça va être beaucoup trop intrusif, et puis vont très très mal. C'est là où je pense qu'il faut quelqu'un qui fasse un peu de chef d'orchestre, à dire ça on peut pas, ou ça on essaye prudemment. Et dans les séances de groupe, il y a quand même des choses. Je laisse pas. Du coup, quand elle est intervenue, moi je me suis rendu compte qu'on avait énormément de points communs, on avait tiré sur de la même manière, et donc je me suis dit que j'allais plutôt improviser finalement pour compléter ce que Stéphane avait apporté. Une des premières choses que Stéphane a évoquées, c'est la notion de définition. C'est-à-dire qu'on parle de c'est quoi la sexualité. Finalement, moi, quand j'ai construit mon intervention, je me suis dit, mais la première question qui me vient, c'est quoi une sexualité normale? Et on se pose tous la question à un moment donné dans nos vies. Et du coup, cette notion de normalité, elle vient effectivement de poser énormément de pression. Pourquoi? Parce qu'on évolue en groupe. Et dans cette dynamique de groupe, il y a une espèce de définition qui est un peu flottante, dans lesquelles on évolue tous. Et cette définition-là, elle vient nous mettre la pression par rapport à qui on pense qu'on devrait être et pas à qui on voudrait être vraiment. Et donc, cette notion de normalité, elle est on doit développer une espèce d'attention et de vigilance. C'est quoi la différence entre la normalité sociale, c'est qu'est-ce que dit la société de ce qui devrait être normal, hein, sur les références un peu féminines, vous savez, il y a la normalité 90, 60, 90 en termes de mensuration. C'est une donnée sociale. La réalité prouve que ce n'est pas le cas. Et du coup, on a notre normalité à nous. Un des indicateurs, pour essayer de compléter, un des indicateurs, quand on voit qu'il y a une différence entre les uns et les autres, c'est « je ne comprends pas ». Souvent, quand il y a quelqu'un qui fonctionne, qui dit un truc, et on dit « ces gens-là, moi, je ne comprends pas ». Et ça nous indique qu'en fait, on n'est pas très, très, très bon pour accepter la différence. Ce n'est pas un fonctionnement naturel d'accepter la différence. C'est un fonctionnement qui s'acquiert. On apprend ça à l'école, on apprend ça en fonction des religions, des cultures dans lesquelles on est. Donc ça, c'est intéressant de ne pas oublier que du coup, on est tous uniques. Ça paraît très vendeur de dire ça et de dire voilà, c'est génial, on est tous uniques. En fait, la psychologie, elle explique plutôt bien ça, c'est qu'on a énormément de théories qui expliquent le fonctionnement humain, et pourtant, quand moi je reçois des gens au cabinet, ben, en fait, ils sont tous uniques, ils ont tous une histoire différente, ils ont tous des émotions différentes, ils ont tous un parcours différent, et c'est ça leur normalité. Donc, le travail, c'est de surtout faire attention à ça et de faire attention à c'est quoi mon normal à moi, c'est quoi ma sexualité normale à moi. Ensuite, continuer un petit peu, l'idée c'est que, Stéphane l'a évoqué tout à l'heure, c'est que l'être humain, c'est vivant. Une personnalité, c'est vivante. Un rapport à la sexualité, c'est vivant. Une dynamique relationnelle, c'est vivant. Ça veut dire que c'est toujours en mouvement, c'est toujours en train d'évoluer, c'est toujours en train de bouger. Et ça, c'est essentiel de ne pas l'oublier non plus, parce que du coup, on va avoir tendance naturellement à rigidifier les choses et à se dire, une chose, je la connais, elle est comme ça, et comme je la connais, qu'elle est comme ça, elle doit rester comme ça. Et en fait, ce qui peut être super intéressant, c'est de ne pas oublier que ça pourrait être intéressant de se dire que ce qu'on croit qu'on sait, en fait, c'est pas sûr que ce que je sais, c'est juste pour la vie.
Et donc, ça peut nous permettre d'essayer de voir les choses autrement et de nous rester ouverts. Il y a quelque chose qui m'est venu quand Stéphane a évoqué le sujet, c'est cette notion, j'élargis un peu, mais cette notion du bonheur. On parlait de sexualité épanouie et finalement, ça nous rendait heureux. Et du coup, le bonheur, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, sur cette génération-là, quelque chose dont il faut se méfier, en tout cas au niveau social. Parce que la société dans laquelle on vit aujourd'hui, elle est dans une injonction au bonheur, c'est-à-dire qu'il y a une obligation d'être heureux. Et ça nous génère de la souffrance, ça nous génère de la pression. Et tant dans notre vie en général que dans la vie sexuelle que l'on a. Et donc, du coup, on se dit, bah mince, si à un moment donné où ça ne va pas, on va se mettre la pression et on va tout faire pour absolument que ça aille et qu'on soit heureux. Dans la vie, tout nous a prouvé qu'en fait, on ne pouvait pas être heureux. Donc, souvent, quand on parle de bonheur, on parle aussi d'équilibre. Ça, c'est un terme qui nous piège très souvent parce que du coup, la définition qu'on se fait d'un équilibre, c'est quelque chose qui ressemble un peu à un encéphalogramme plat qui ne bouge pas. Mais ça, c'est la mort. Un équilibre, c'est en fait, pour aider en termes de visibilité, c'est l'équilibriste. L'équilibriste, s'il ne bouge pas sur son fil, il tombe. L'équilibriste, il est perpétuellement en train de rechercher. Et ça, finalement, c'est un des fonctionnements de l'être humain, une des choses qui peuvent nous permettre de nous libérer et définir c'est quoi notre normalité, c'est finalement d'être dans la définition de c'est quoi l'équilibre. Pour moi, il est dans tous les cas dans quelque chose de l'ordre du mouvement. Ça ne se fixe pas. Si ça se fixe, c'est pas bon. Dans une des choses de l'ordre de la sexualité, il y avait le terme d'importance, c'est-à-dire que la notion de sexualité, est-ce que c'est important pour nous ou pas? On a peut-être simplement à se poser la question, quelle place la sexualité elle a dans nos vies? Est-ce que du coup, elle a peu de place? Est-ce qu'elle a beaucoup de place? Vous connaissez les différents types d'orientation sexuelle. Il y a l'orientation, il y a l'hétérosexualité, l'homosexualité, la sexualité et la pansexualité en partie. La sexualité, ça sous-tend que, du coup, la sexualité, c'est L'(asexuel). Ça sous-tend le fait qu'on peut être un individu qui n'a aucun intérêt pour la sexualité et qui, du coup, quand on va rencontrer un autre individu, ne va pas du tout le désirer sexuellement, il va le désirer pour d'autres choses que la dimension sexuelle. Et donc, si finalement, on se dit qu'il y a la possibilité d'avoir une vie sexuelle active, et qu'on se dit qu'il y a peut-être la possibilité de ne pas avoir de vie sexuelle du tout parce que ça ne nous parle pas, et ben ça nous laisse de la marge pour pouvoir définir c'est quoi notre sexualité normale. Et c'est quoi notre sexualité normale tous les jours, parce qu'elle évolue. Parce qu'il y a des jours où on a des grandes journées et on n'est pas du tout dispo, et puis il y a des jours où on a plutôt que ça dans la tête, et puis on attend plus de cette chose, c'est de rentrer chez nous ou de trouver un partenaire, si on n'est pas en couple. Donc, ça, c'est une chose qui me semblait importante aussi à évoquer, c'était de pouvoir faire la distinction, se laisser libre de pouvoir définir c'est quoi notre pratique sexuelle. Et à mon sens, c'est une des premières questions qu'il faut se poser. Est-ce que c'est important pour moi ou est-ce que ça l'est pas? Stéphane, il l'a dit parfaitement, et moi, c'est un des discours que je tiens aussi, c'est si ça ne fait pas souffrir, ce n'est pas un problème. Si ça ne vous fait pas souffrir, ce n'est absolument pas un problème. L'idée, c'est de se poser la question d'abord. Ce n'est pas parce que les autres vous disent c'est pas normal que du coup, ça devrait être un problème et que ça devrait faire souffrir. Et finalement, vous, est-ce que moi, ça me fait souffrir? Est-ce que moi, ça me pose un problème? Très souvent, et à nouveau, Stéphane l'a évoqué, il y a un des pièges qu'on va retrouver dans les dynamiques relationnelles, c'est ce qu'on appelle les représentations et les interprétations. Alors, je vous fais une petite définition rapide. Les représentations, c'est en gros, l'image un peu comme ça, on a tous une bibliothèque dans la tête. Dans notre bibliothèque, on a des millions de fiches. Sur chaque fiche, il y a une définition de chaque chose. J'ai jamais sauté en parachute, pourtant dans ma tête, j'ai quand même une définition de ce que c'est, de la sensation que ça doit avoir. Et bien, c'est exactement ce qu'on fait pour la vie, tout le temps. Et du coup, on est toujours en train de penser qu'on sait des trucs alors qu'on ne les sait pas. Et la représentation, c'est un piège. On va se dire, ça fait 20 ans que je suis avec mon amoureux ou mon amoureuse, du coup, je sais exactement comment il est. Non, on ne sait pas. On ne sait pas, même au bout de 20 ans. D'ailleurs, on connaît beaucoup moins nos partenaires au bout de 20 ans qu'on les connaît au début. Pourquoi? Parce qu'avant, on se posait des questions et au bout de 20 ans, on ne se les pose plus.
coup, c'est ce pourquoi la plupart du temps, moi, je rencontre des couples en cabinet. C'est parce qu'au bout d'un moment, ils ne se reconnaissent plus l'un l'autre. Et parce qu'on oublie d'oublier, finalement. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, bah, tiens, tous les jours, je rencontre mon partenaire, tous les jours, je rencontre les gens qui sont autour de moi et qui sont importants. Et du coup, je m'intéresse à la manière dont eux peuvent les choses, en tout cas s'il est un partenaire régulier ou non, c'est comment ils peuvent vivre l'instant, comment ils peuvent se sentir par rapport à leur sexualité. L'autre, le point, c'était l'interprétation. L'interprétation, c'est-à-dire que du coup, on va dire, il a fait ça, je sais exactement ce que ça veut dire. Ben, on a interprété, c'est-à-dire que c'est nous qui avons traduit à la place de quelqu'un d'autre. Oui, ça arrive très souvent dans les disputes d'ailleurs. Hein. Quand on se dispute, c'est non, non, mais non, c'est pas ça que j'ai dit. Et bien, du coup, une des choses sur lesquelles il est intéressant d'être attentif, c'est les interprétations. C'est surtout apprendre à ne pas interpréter. Vu qu'on ne sait pas ce que l'autre pense, alors on est obligé de poser la question. Et donc, du coup, c'est là où est tout l'intérêt dans la dimension relationnelle, c'est la communication. C'est un des fondements. Pour vous donner une image d'une construction relationnelle, notamment une construction de couple, qu'est-ce qui va se passer? Il y a deux individus avec leur sexualité individuelle qui vont se rencontrer. Et quand ils vont se rencontrer, ça ne va pas faire un, ça va faire trois. Parce que du coup, il va y avoir l'individualité de chacun et il va y avoir un élément extérieur. Et cet élément extérieur, moi je l'imagine souvent avec une plante, et bien du coup, cette plante-là, et ben, très souvent dans les couples, il y en a toujours un qui est spécialiste de l'arrosage, de les feuilles, de vérifier les bébêtes et tout ça. Mais en fait, la sexualité du couple, elle est avec cette plante. Et donc, c'est important de pouvoir dire, attends, mais du coup, qui c'est qui l'entretient, comment on l'entretient? Parce que peut-être qu'en fait, on s'en occupe trop, ou peut-être qu'on s'en occupe pas assez. Peut-être que du coup, on devrait discuter ensemble de comment ça pourrait fonctionner pour que ça puisse nous aller. Parce qu'il y a dans une des définitions, une absence de définition, et ça, c'est une des libertés, c'est que le couple n'a pas de définition. Il s'auto-définit. Donc, c'est ce qui fait que vous avez la liberté de définir le couple que vous voulez, la plante que vous voulez, et que tout ça, ça peut se savoir uniquement si vous discutez, parce que vous, peut-être que vous penserez peut-être à, je ne sais pas moi, un palmier, l'autre, il pensera à un bananier, et on n'entretient pas les mêmes choses de la même manière. Enfin, le couple, la sexualité de la même. Donc ça me paraissait être un élément intéressant de ne pas oublier de faire la distinction entre moi et l'autre, de ne pas oublier qu'on n'est pas très, très, très bon pour se rappeler qu'on est différent. Et donc, du coup, essayer de se le rappeler, pouvoir se dire, ben voilà, moi, je ressens ça, l'autre, il ne peut pas être dans ma tête. C'est très... Alors, je fais une caricature qui est très genrée, là, et du coup, très souvent, on fait passer les femmes pour des piégeuses. En disant, oui, du coup, j'ai tenté ça, il ne l'a pas fait, hein, voilà. Et donc, du coup, je vous rassure, ce n'est pas que féminin. Mais l'idée, c'est qu'en fait, très souvent, on va se dire, je vais faire ça, et je pense que l'autre, il va comprendre. C'est que des messages, c'est que des sous-titrages, personne ne les chope, du coup, personne ne se comprend. Donc, la communication, on en a absolument besoin pour pouvoir s'informer. Comment on communique? Grande question. On pourrait se dire, mince, la sexualité, en plus, effectivement, de manière historique, elle a souvent été cachée et on en parle très peu. D'autant plus, là je fais un petit discours féministe, mais d'autant plus la sexualité féminine. Hein, souvent, elle a été vendue comme extrêmement sale, à cacher, et donc à plutôt éviter d'être parlée. Donc l'idée, c'est comment on peut apprendre à communiquer avec l'autre et à parler de sa sexualité avec l'autre. Là, je vais donner de toutes petites astuces. Une des premières techniques qui peut fonctionner très bien, c'est n'être que dans le je. Faites l'exercice de dire que je. Dès que vous dites plus, dès que vous arrêtez de dire tu, la communication, vous allez voir, elle est beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique. Pourquoi? Parce que vous connaissez peut-être la phrase, mais le tu, il tue. Hein? Et dès que nous, on nous dit tu, on se sent déjà en attaque et on est déjà en défense. Donc, du coup, là, pour communiquer, c'est un petit peu compliqué. Donc, essayez de faire l'exercice de dire « je ». Tout à l'heure, Stéphane aussi, il évoquait le fait que c'était important de communiquer, de prendre le temps dans une dimension de couple, de prendre le temps de discuter. Ben, la question qu'on peut se poser, c'est quel temps on prend? Parce qu'il faut se lever le matin, il faut aller au boulot, il faut s'occuper des enfants, il y a tout le machin administratif, puis il y a la famille, et puis il y a tout ça. Comment on fait? Ben,
une des techniques possibles, c'est de prendre rendez-vous. Alors, très souvent, une des idées reçues qu'on a sur la sexualité, c'est que c'est censé être spontané. Il faut qu'on saute dessus. Eh bien non, c'est pas obligatoire. C'est-à-dire que du coup, ça peut être un minimum planifié. Je vous donne un exemple tout bête. Concrètement, moi, j'ai un patient qui vient me voir au cabinet, j'ai pris rendez-vous avec lui, je suis dispo pour l'écouter. Je suis dispo pour qu'il y ait un travail qu'on fasse ensemble. Il vient me voir, je suis en train de faire mes courses. C'est pas que je veux pas l'écouter, mais j'étais en train de faire mes courses et du coup, ma tête, elle est complètement ailleurs. Donc, du coup, on apprend à communiquer quand il y a un temps et un espace-temps qui a été créé pour. Et c'est pour ça que je dis, prenez rendez-vous. Dites aux gens, bah tiens, ça te dit qu'on se voit vendredi à 17h dans un Pérou ou quoi, en fonction, et de se dire, bah voilà, comme ça, on pourra discuter et avoir le temps. Et en fait, c'est quand on est disponible qu'on peut communiquer. Parce que du coup, sinon, c'est je rentre du travail, je raconte déjà ma journée, ce que j'ai vécu, ou c'est à quel moment je vais parler de ma sexualité, du fait que la dernière fois, on a fait l'amour, c'était pas simple pour moi. À quel moment je le dis? Je le dis entre le moment où il dépose ses affaires et puis le moment où il va prendre sa douche. Je le dis quand on est en train de donner à manger aux enfants. À quel moment? Donc, ce qui peut nous aider à communiquer, à évoquer les choses, c'est de prendre rendez-vous et dire écoute, ça te dit, voilà, on se voit tel jour, telle heure, pour discuter de notre couple, de notre plan, pour discuter de moi, pour discuter de toi, pour discuter de nous. Et ça, c'est une technique qui fonctionne très bien. L'idée, c'est que on parle d'un sujet sérieux en parlant de cancer. Et du coup, on parle d'un sujet sérieux quand on parle de sexualité liée au cancer. Mais la sexualité, c'est aussi quelque chose qui peut être ludique. Ça peut être marrant. Et on peut se dire, bah, tiens, on se donne rendez-vous samedi 18h au restaurant, on ne se voit pas pendant 2 jours, comme ça, on prend le temps de se préparer. Et donc, on essaye là de se redonner confiance, d'être dans la reséduction. On peut se donner des règles et de se dire, c'est interdit de se toucher. Toute la soirée où on sera au restaurant, on ne se touche pas. Et bien, du coup, là, on régénère du désir, là, on régénère des choses. Donc, il y a plein de stratégies, plein de petites techniques qui peuvent aider à communiquer et à régénérer de l'intérêt pour communiquer avec eux. Une des choses que j'ai relevées aussi dans ce que Stéphane avait évoqué, c'était la notion de bouleversement. C'est-à-dire que très souvent, quand on a cette annonce de diagnostic, on a un bouleversement. Et il y a quelque chose qui vient se créer, une scissure. Nous, on appelle ça un clivage. C'est-à-dire que notre vie, elle va se séparer en deux. Il y a la vie qu'on pense qu'on aurait pu avoir sans ça et la vie qu'on a avec ce diagnostic. Et donc, très souvent, c'est ça qui va nous faire souffrir, c'est qu'on va faire le lien avec peut-être que je n'aurais pas eu ce cancer-là, peut-être que du coup, ma sexualité serait beaucoup plus épanouie. Et donc, du coup, on va passer son temps à faire une espèce d'aller-retour entre une espèce de vie parallèle qu'on imagine comme étant celle qui était normale. Et donc, du coup, ça génère énormément de souffrance, énormément de préoccupations, parce que du coup, on va essayer de mobiliser de l'énergie sur une vie qui n'existe plus. Et nous, c'est nous qui continuons à la faire vivre. Donc, ce qui peut être intéressant, ce qu'évoquait Stéphane aussi, c'était que du coup, c'est intéressant de réapprendre. Et que si on est sur l'idée que tout est en évolution, bah finalement, on est perpétuellement en train d'apprendre de nous, quels que soient les obstacles. Et on parle de quoi à ce moment-là pour essayer d'abandonner, même si c'est un grand mot, d'abandonner la vie qu'on avait avant, bah on appelle ça le deuil. C'est de faire le deuil de ce qu'on pourrait imaginer, de ce qui n'est plus. Et ça ne veut pas dire que la vie qu'on a aujourd'hui ne nous empêche pas de pouvoir rejeter, vivre des choses intéressantes. Quand on regarde les articles sur les témoignages de couples dont un des deux a eu un diagnostic de cancer, de nombreuses personnes, sur la version positive, bien entendu, on laisse celle-là, ont pu dire qu'en fait, ils avaient découvert des nouvelles sexualités, ils avaient découvert un nouveau rapport de communication, ils avaient entretenu et entamé énormément d'intimité qui pouvait presque ne pas y avoir avant. Donc ça peut être intéressant d'y penser, de ne pas oublier que la vie parallèle que l'on a, celle d'avant, c'est uniquement celle qu'on a imaginée, qu'elle n'est pas réelle. Il n'y a pas un autre monde dans lequel on vit cette vie-là.
sauf si en fonction des croyances qu'on peut avoir. Il y a un dernier point comme ça, du coup, on m'arrête, on laisse le temps aux questions. Je rebondis sur la notion que Stéphane a évoquée, sur la notion de narcissisme. Tout à l'heure, effectivement, c'est un très grand mot. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ce qui peut être intéressant pour se foutre la paix, je le dis littéralement comme ça, c'est que la notion de narcissisme, elle est très mal définie au niveau de la société. Le narcissisme, c'est je. Tout passe par je. Il n'y a rien qui passe pas par je. Très souvent, on utilise à défaut le terme de générosité. En disant je suis généreux, du coup je donne tout aux autres, je donne tout aux autres, mais quand on donne tout aux autres, on donne à soi aussi. Parce que ça passe d'abord pour nous. Et donc du coup, ce que je relève là-dessus et ce qui me semble important, et notamment en sexualité, c'est que du coup, il y a quelque chose de là, moi je le nomme comme ça, c'est le don et le prêt. Quand on donne, c'est quelque chose dont on a conscience qu'on n'y fera pas attention et qu'on ne surveillera pas après. Je vous donne un exemple tout bête. Vous offrez un t-shirt à votre amoureux, s'il ne le met pas et que vous surveillez, que vous lui dites dis donc, je t'ai le t-shirt là, tu l'as pas mis, ça c'est pas un don, ça c'est un prêt, parce que vous continuez d'être complètement propriétaire de la chose. Et donc du coup, c'est important de pouvoir être au clair avec ce qu'on fait. Parce que quoi, dans une sexualité, c'est quoi? C'est tiens, on parle de comptabilité, hein. C'est tiens, j'ai fait 3 fois les gestes vers toi pour te dire que là j'étais dispo, et puis en fait, du coup, tu ne l'as pas relevé. Donc du coup, moi je suis en train de surveiller, d'attendre que toi tu fasses le retour. Et donc là, on n'est pas dans du don, on est dans du prêt. Et donc on se retrouve avec une comptabilité. On va dire voilà, je suis venue 4 fois, toi tu es venu qu'une fois, et puis dans les disputes, c'est souvent ça qui revient. Hein, donc d'essayer d'être attentif à ça, de faire la distinction entre le don et le prêt. Le prêt, c'est ce qu'on va surveiller et ce dans quoi on va continuer d'être propriétaire. Le don, c'est ce qu'on va donner et qu'on ne surveillera plus. Et donc ça peut aider au niveau relationnel, notamment en sexualité. C'est de pouvoir se dire, attends, qu'est-ce que je viens de faire? Je suis en train de surveiller le truc. Ah, je crois qu'en fait, j'étais en train de prêter. Ou je me dis que je donne, ou je me dis que je prête, mais que les gens sont au courant. C'est-à-dire que du coup, bon, je suis venue te chercher 4 fois, maintenant j'attends que ce soit toi qui vient. C'est dit. Le fait que ce soit dit, on annule la dimension de compta. Et donc ça peut aider. Une toute dernière chose, le contrôle. On vous parle beaucoup, vous en entendez partout, le lâcher prise. Ah, ça c'est vendu comme un truc miracle, okay, notamment dans le développement personnel. Moi, je vous dis, faites attention avec ça. Il n'y a absolument pas de définition de ce que c'est le lâcher prise. On sait ce que ça n'est pas. Ça n'est pas le contrôle. C'est tout. Okay, ça veut dire qu'en gros, plus on va essayer de lâcher prise, plus on va continuer de contrôler. Voilà, c'est ça qui se passe. Donc du coup, moi j'aurais tendance à vous dire, oui, le lâcher prise, on peut utiliser ce terme, mais foutez-vous la paix avec le lâcher prise. Intéressez-vous à ce que vous essayez de contrôler. Et à nouveau, moi je donne ça comme image parce que je trouve que c'est aidant. C'est un peu comme quand on apprend à nager, quand on est en piscine, c'est plus facile. Souvent, quand on nage, on s'appuie, on s'accroche au bord. Ça, c'est le contrôle. Et puis, du coup, quand on se sent en sécurité, on commence à aller nager, de s'éloigner un petit peu. Souvent, la vie, c'est pas ça. Il y a un maître nageur qui te pousse et qui dit, vas-y, tu vas nager au... Et tu n'as qu'une seule envie, c'est de revenir au bord et de contrôler. Contrôler ce qui se passe. Et bien, ce qui peut être intéressant, c'est d'essayer de se le penser comme ça et se dire, bah, tiens, mais en fait, qu'est-ce qui se passerait si j'arrêterais de contrôler le nombre de pas que je vais faire vers lui? Ou si j'arrêtais de contrôler l'image que j'avais de moi et que je pense qu'il doit rester comme ça. Si j'arrêtais de contrôler tout ce qui, je pense, doit être obligatoire. Et bien finalement, presque, j'oserais dire que c'est ça le lâcher prise. Donc, intéressez-vous à ce que vous contrôlez, c'est ça qui vous permettra de lâcher prise. Foutez-vous la paix avec l'idée du lâcher prise et des méthodes qu'il peut y avoir pour lâcher prise, ça n'existe pas. Merci, un grand merci à vous deux. Et puis surtout, bien Elodie. Et surtout, merci à l'ICPF, hein, parce que
c'est grâce à l'ICPF si on peut avoir des intervenants de qualité. Et c'est la première fois que vous venez, mais bon, ce ne sera peut-être pas la dernière. Et on vous sollicitera de nouveau, peut-être sur des ateliers ou autres. Et c'est un vrai plus pour nous. Donc, c'est un très, très beau partenariat qui nous permet d'être... Et puis d'élargir aussi le cercle des Amazones, hein, de pouvoir rencontrer d'autres personnes, d'autres professions. Et puis aussi par Internet, hein, puisque c'était une première pour nous. Donc, merci à tout le monde. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je vais dire aux jeunes hommes à côté qui peuvent faire un petit peu de bruit. On les a un peu brimés, mais sinon, si vous avez des questions particulières. Il y a eu plein de pistes. J'ai cherché, là, voilà. Donc, là, je cherché des choses. Voilà. Moi, ça répond à ces deux questions que j'avais. Siècle dernier, n'est-ce pas? Et donc, j'avais 37 ans et l'air ne m'a jamais été sur le lieu de la sexologie. Une fois, j'ai osé, je dis bien j'ai osé parce que j'avais honte, hein, comme tout le monde, enfin, la plupart de ce sujet. Et j'en ai parlé avec une psychologue et je lui ai dit, et comme quoi, et elle m'a répondu comme ce que tu m'as répondu, c'est que j'avais à 40 ans une sexologie d'une femme de 80 ans. Et tout ce qu'elle a réussi à me dire, c'est que les femmes de 80 ans avaient certainement une sexualité beaucoup plus épanouie. Elles pouvaient avoir une sexualité très épanouie. Ben ouais, mais ça m'enfonçait plus totalement à l'IRI, quoi, en fait, parce que voilà, c'est tout ce qu'elle a réussi à me répondre. J'ai trouvé ça un peu. Après, c'est pas de la malveillance. C'est malheureusement ça. C'est que c'est de la maladresse. C'est de l'ignorance. Voilà, Parce qu'on nous l'apprend. Alors, on sait tous qu'il y a des de retentissement, mais finalement, on n'ose pas tendre ces perches-là parce qu'on a peur que les gens les prennent. Quand on n'est pas à l'aise avec le sujet, quand on ne sait pas derrière quoi proposer, on ne demande surtout pas comment se passe la sexualité chez quelqu'un qui a un cancer, parce que si jamais la dame nous dit que ça ne va pas, et ben on va dire ah, et voilà, et je pense qu'il faut, c'est pour ça que la sexologie, il faut que ça se développe, il faut que ce soit enseigné. Bon, alors après, quand on est cancérologue, on a des tas de choses à apprendre et puis on ne peut pas forcément passer 3 ans à faire ça comme j'ai fait. Mais en tout cas, savoir que si on ne s'en sort pas soi-même, au moins orienter vers la personne qui sera avec nous. Et moi, tout ce qu'on m'a dit, on m'a mis sur c'est à 39 ans. On m'a dit, tu vas avoir des rides, tu vas prendre du choix et tu vas avoir ta sécheresse vaginale. La sécheresse vaginale, mais je ne savais pas trop ce que c'était. J'ai compris après, hein, mais bien après. Et il y a 3 ans, en faisant mon métier avec une sage-femme, elle m'a dit, il y a des crèmes pour éviter. Pareil, j'ai osé en parler. J'ai osé. Il faut oser, c'est ça. Mais oui, mais bon, on n'est pas d'une génération où on nous a parlé de ça facilement, comme on parle maintenant des règles, ou c'était des règles Ce qui peut aider, c'est que quand on n'est pas à l'aise avec un sujet, que ce soit la sexualité ou autre chose, ce qui peut aider, c'est parfois d'écrire, c'est-à-dire de répéter, de pas se brimer avec ça et se dire en fait on devrait savoir exactement dire les choses. Ce qui peut être intéressant, c'est ça, c'est se dire tiens, je répète. Dans quelle phrase je me sentirais le plus à l'aise de le dire. Vous imaginez même pas, mais il y a tellement de phrases possibles qui peuvent être dites, qui parlent de sexualité sans parler vraiment de sexualité dont on imagine. Mais en face, on n'arrive pas de voir de quoi que ce soit. Même si les gens sont pas forcément à l'aise avec ça. Voilà. Donc peut-être même pas qu'il y a beaucoup. Voilà, donc après, on n'ose plus, on garde vite. Mais que ce soit les professionnels de santé ou non, si on n'est pas un tout petit peu outillé avec la sexualité, en fait, on va faire comme tous les êtres humains, on va éviter le sujet. Et c'est pour ça que du coup, Stéphane et moi, ce qu'on prône, c'est finalement la dimension de la communication, parce que c'est la première chose, quand on ne sait pas, quand on n'ose pas, quand on a honte, quand on n'est pas à l'aise, la première chose qu'on fait, c'est pas dire. On progresse, je pense quand même. Il y a un référentiel, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en oncologie, il y a une recommandation. Comme ça, il faut pas travailler. Quand il y a un cancer, on doit
Il y a une piste thérapeutique, la psychologie, l'assistance sociale, etc. Et maintenant, il y a un référentiel de sexologie en cancérologie. On appelle ça l'oncosexualité. Ça devient une spécialité à part entière. Donc maintenant, il y a, même si les gens n'ont pas de compétences là-dedans spécifiques, ça fait partie des choses qu'on aborde en consultation et pour lesquelles on orientera vers un spécialiste si jamais il y a une souffrance qui est. Mais c'est pareil. C'est récent, hein. C'est super récent. Ah oui. C'est référentiel là, je crois que c'est il y a moins de 5 ans. Ça, ça ne veut pas dire que ça n'existait pas. En tout cas, c'est standardisé depuis longtemps. Une autre technique à laquelle je pense là, c'est que souvent on peut utiliser un tiers. Alors, si on n'ose pas demander à notre médecin, on peut peut-être demander à l'infirmière. L'infirmière, si on se sent à l'aise avec, ben, l'infirmière peut peut-être aider à passer le message ou à nous aider, nous, à le dire. Parfois, avoir un tiers, ça peut aider, quoi. Oui, mais le problème, c'est que des fois, en face, on n'a pas de retour. C'est ça, on n'a pas d'explication. On a des questions. C'est ça, le médecin, le trois, les médecins. Ça, c'est pas une idée de traitement, VDPN, tout va bien, mais ça se voit pas. Et le reste, on fait. Oui, tu parlais de la différentielle. Entendu parler, tu vois, j'ai l'oncologue, c'est son truc, il ne t'oriente pas vers un psy, vers ça. C'est très dommage. Donc, là, je fais l'événementiel dont tu parlais, ça peut leur rappeler. Oui, il y a des progrès à faire. Et encore, je trouve que quand même, ça c'est. Ce qu'on appelle expérience patient et de plus en plus, c'est ce qu'on demande aux médecins et ça se développe vraiment en métropole. Et on leur demande de s'investir, de comprendre le patient, de le mettre au centre. Alors on sent quand même une volonté quand même sur le territoire, hein, les professionnels de santé s'intéressent. Cherche à le faire, voilà. Mais peut-être nous aussi, on a notre rôle de porte-parole. Avec le réseau Onco, on a des oncologues qui font partie de ce réseau. Notre voie, ça va être peut-être de leur dire vous ne savez pas tout, nous, on ne sait rien, peut-être toi sur certains trucs, mais peut-être que tu peux nous dire va avoir un tel, j'ai pas le temps, je ne peux pas m'occuper de ça, mais qui nous donne les infos, quoi. Les prises de référentiel, c'est oui, surtout que voilà, qu'ils l'entendent, qu'ils sachent, qu'ils comprennent que c'est normal, qu'ils ne sachent pas tout et qu'ils vous disent. Dans tous les réseaux, je pense que les usagers, comme les spécialistes, les différentes corporations dont les usagers sont moteurs autant que les autres. Je pense que dans un réseau, moi je pense au réseau de périnatalité, on n'a pas en Polynésie encore, mais les usagers sont moteurs de changement en matière d'obstétrique. Le fait qu'on revienne à la physiologie, qu'on développe les maisons de naissance, que c'est une volonté des usagers qui a fait ça. Et finalement, ça a poussé les professionnels à changer leurs habitudes. Voilà, on en pense ce qu'on veut, mais c'est une volonté des usagers qui a compté et qui a changé les choses derrière. Donc, je pense que voilà, si effectivement il y a des manques qu'on objectifs sur le territoire, ben, il faut le dénoncer gentiment. Je veux dire, le but c'est d'améliorer les choses, c'est pas de mettre les gens en difficulté, de faire des procès. Mais de dire, bon, peut-être qu'au niveau sexologie, prise en charge sexologique chez les cancers en Polynésie, il y a du retard et ce serait bien de commencer à développer ça, passer mieux les informations, former un petit peu des gens à ça. Enfin, ça ne va pas se faire en 6 mois, mais. Ça répond à votre question. À nous de recenser ce qu'on aura besoin et puis de leur faire passer le message. Ils sont aussi demandeurs. C'est aussi demandeurs. Plus on va dire, plus on par différents biais. Nous, quand on y va, si on leur passe des messages directs avec le réseau Onco, plus on s'exprime, plus on communique, plus les choses peuvent changer, quoi. Dans leur routine. Oui, mais justement, nous, on n'est pas dans une routine. Et si c'est important, c'est pas bousculer les praticiens, mais si
S'ils comprennent un peu mieux ce qu'on ressent, et ben, du coup, les rapports seront plus faciles. Et ben, au lieu de passer 3 heures sur un truc, ben, on va oser le dire. Oh, ok, on reste pas quand tu rentres avec ton mal-être. Mince, il m'a rien dit, j'ai rien compris. J'ai rencontré à ton oncologue. Ah, ben, j'ai des problèmes de sexualité à mon mari. Je te dis, par les retours chimiques. C'est déjà bien. Oui, c'est déjà pas mal. S'il n'a pas le temps, on peut comprendre qu'il n'ait pas le temps, on peut comprendre qu'il n'ait pas les connaissances. Dans ce cas-là, au moins, il dit bah, je ne peux pas t'aider, mais je te propose ça. Je pense que chez Déco, peut-être oui, mais en même temps, c'est quelqu'un qui ne sera peut-être pas forcément sexologue pour autant, mais qui saura orienter. Voilà, c'est son besoin de quelque chose. On parle de sexualité, mais ça peut être autre chose. Par exemple, il y a un peu d'hémorroïdes, on lui dit bah, c'est secondaire. Oui, voilà, ça, c'est. Bah non, certes, c'est secondaire, mais il faut peut-être faire quelque chose, quoi. Bah, qui t'envoie vers quelqu'un qui. On n'est pas des experts et on ne sait pas que c'est cette personne qui peut soigner ce spécialiste qui doit soigner par ça. Il y a aussi quelque chose d'extrêmement. La sexologie, c'est extrêmement moderne, très très récent. C'est-à-dire dans le fait de l'apprendre, la communiquer, elle se spécialise. La psychologie, on est un tout petit peu plus vieux, mais on est quand même très très récent. Et donc du coup, il n'y a pas encore, on ne peut pas demander d'exiger aux gens qu'ils puissent avoir le réflexe de penser. Parce que du coup, ça c'est pas forcément partie de la prise en compte il y a 15 ans, quoi. Nous aussi, dans le psycho, on est quand même dans beaucoup de modernité. Il y a quand même beaucoup de gens qui ne pensent pas à aller voir un psychologue. Pourquoi? Parce que nous aussi, on a beaucoup de représentations sur l'idée que les psychologues, c'est que pour les fous, et pas pour les gens qui souffrent, qui se posent des questions ou qui ont envie d'apprendre des choses sur eux. La sexologie, c'est né en 65, 68, avec les travaux de Masters et Allen aux États-Unis. Et ça se développe en Europe De plus en plus. 90. Ben oui. Bon, il y avait quasiment personne. C'est très souterrain comme la psycho. Les premiers travaux de sexologie ont été menés dans le Pacifique parmi les premiers travaux. Margaret Mead, qui avait étudié les mœurs sexuelles des femmes et des hommes dans le Pacifique, pas forcément à Tahiti. C'est un des premiers ouvrages, ça date de 1929-30. C'est récent. Et c'est tout ça pour dire que c'est récent, effectivement. Du coup, il y a une question de quelqu'un qui suit le lien direct. Donc, c'est Valérie qui demande, outre Stéphane, vers quel professionnel de confiance peut-on orienter les patientes pour ces questions de sexologie? Point d'interrogation. Valérie, sage-femme, interrogation. Les Amazones ont-elles un manuel? Il n'y a que Stéphane. Non, je serais rapidement débordé. Mais... Non, je pense qu'il n'y a pas les gynécos qui ont de bons conseils. Au moins sur des choses simples. Après, il y a Nariman Benmilout, qui est gynécologue médical à l'hôpital. Nariman Benmilout, docteur Benmilout, gynécologue médical qui exerce aux consultations de gynéco à Carnet, qui est sensibilisé à ces problèmes-là. On en a parlé, il a préparé le topo, on en a parlé ensemble. Après, je pense que tous les gynécos libéraux pourront les aider directement ou au moins les adresser à des gens plus spécialisés. De façon assez générale, il y a des psychologues un peu comme moi qui s'intéressent au sujet. Donc, du coup, il peut y avoir certains psychologues. Nous, il y a une association des psychologues. On a donné la liste à l'ICPF, des psychologues en libéral. Il y a aussi une psychologue en oncologie au CHPF. Hein. Donc, du coup, elle aussi, elle sera une référence. Tu vois, par exemple, la psychologue en oncologie, elle n'est pas trop populaire. Ah oui, on m'a jamais dit une psychologue, tu peux l'avoir. Parce qu'il y a une psychologue qui est attitrée à ce service. Oui. Isabelle Colomb. On l'a jamais vue. Elle est débordée. Ouais. Elle est débordée et c'est pas des personnes qui ont plus besoin. Elle est débordée. Ouais. Plus, de toute façon, plus vous manifestez le fait que vous ne la voyez pas, plus l'institution entend qu'il y a des besoins et plus il développe des postes. C'est-à-dire que Isabelle, je suis quasi certaine que si elle est développée, si elle est submergée, elle va dire il me faut une collègue.
Mais une personne face à tous les patients, je pense que les patients, c'est que c'est les mouvements en groupe, hein, c'est ceux qui en ont besoin, qui ont besoin de faire remonter l'information. N'hésitez pas. Elle est sur poste, elle est là. Après, il y a, si vous souhaitez, il y a des gens qui sont en cabinet, en tout cas des psychologues qui sont en cabinet. Je fais quand même une toute petite notion, je fais là un petit peu d'information, mais de prévention aussi. L'idée, c'est qu'on ne connaît pas beaucoup la psychologie. La psychologie, c'est de la science. Donc, ça sous-tend que du coup, il y a des études qui ont été faites qui amènent nos pratiques, nos thérapies, nos fonctionnements. C'est important de faire la distinction entre la psychologie et le développement personnel. Je l'ai dit tout à l'heure, le développement personnel, c'est de la croyance, ce n'est pas de la science. Donc, vous avez tout à fait le droit d'aller vers l'un ou vers l'autre, mais sachez que vous soyez consentant et que vous soyez connaisseur de là où vous allez. Pourquoi je dis ça? Parce que du coup, on peut rapidement se retrouver, c'est ce que disait Stéphane tout à l'heure, et ça c'est un des pièges, un des moteurs de la souffrance. Je ne dis pas toutes les personnes qui font le développement personnel, mais parfois, du coup, ça génère plus de culpabilité que d'évolution. Pourquoi? Parce que du coup, il n'y a aucune méthode, aucune étude scientifique qui a été faite pour construire la méthode d'accompagnement. Donc, du coup, faites la différence entre la science et les croyances, les idéologies, ce qui vous permet au moins de choisir. Ça ne veut pas dire aller plus d'un côté ou de l'autre, mais sachez qu'il y a une distinction et que du coup, c'est important de savoir, d'être en conscience avec ça. Toute dernière chose, parce que je pense à ça, une des choses qui sont aussi un peu dangereuses, c'est tout ce qu'on va vous vendre en termes de remèdes miracles. Dès que ça va être affublé d'une publicité, d'une répétition, qu'on vous dit il y a une méthode qui marche bien, éloignez-vous ça. C'est le Rubik's Cube dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que la dame, elle a mélangé son Rubik's Cube, inconfort pendant les rapports, problème de purification, et du coup, elle a fini par trouver la force d'aller sur Internet, de chercher des choses. Elle a vu qu'il existait des lubrifiants, donc elle va voir le médecin en lui disant est-ce que je peux avoir ça? C'est exactement ce qu'il me faut, vous allez voir, ça va changer votre vie. Et puis ça ne change pas, ça fait en sorte qu'effectivement, ça glisse mieux. Mais les autres couleurs, elles ne sont pas en place derrière. Et le groupe, il n'est pas réparé. Et la psychologie, elle n'est pas réparée. Et finalement, on se retrouve devant quoi? La dame, elle a mis tous ses espoirs dans ce truc-là, l'abbaye, comme je l'appelle. Et puis finalement, ça ne marche pas. Et le seul espoir qu'elle avait, il ne marche pas. Et elle est encore plus bas qu'avant de venir. C'est pour ça qu'il faut quelqu'un qui serve un peu de chef d'orchestre et qui utilise la béquille. On va le prescrire effectivement le traitement. Mais pas que. Je pense que la sexologie, c'est ça. C'est pas que faire une ordonnance. De toute façon, on ne règle pas un problème d'érection chez un monsieur qui a des soucis de 60-70 ans uniquement avec une prescription de Viagra. Il faut le rassurer, il faut qu'il se réapproprie son image de lui-même, que toute cette perte d'estime de lui-même qu'il a eue à cause de ça, parce que c'est très très délabrant pour un homme, il faut le rééduquer un peu là-dessus, lui redonner confiance en lui, restaurer un peu le couple, etc. derrière. Donc il y a toujours un travail, c'est beaucoup de psychologie. Quand j'ai fait le début de sexo, je m'étais dit, bon, toute la partie technique médicale, ça va être super. Et puis par contre, la partie très philosophique, on a eu une discussion philosophique. Et bien en fait, ça a été complètement l'inverse. C'est-à-dire que pas forcément amusé sur la partie médicale parce que c'est des choses assez simples finalement. C'est pas des compétences énormes. Par contre, ça m'a passionné. Toute la partie psychologique, philosophique, ça m'a passionné. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche à réparer? C'est quoi les attentes? Où ce qu'on est par rapport au désir du couple? Ça, c'est passionnant. En termes d'histoire, rapidement, en termes d'histoire, la psychologie, en fait, elle prend naissance des sciences humaines et sociales. Et donc, du coup, dans les sciences humaines et sociales, on y retrouve quoi? La philosophie, la sociologie, l'anthropologie. Et on est la seule matière des sciences humaines et sociales à avoir un pied dans la santé. Et donc, c'est ce qui fait que on est un peu récent et que c'est vrai que, du coup, il y a beaucoup de choses qui ressemblent. Quand vous parlez avec un philosophe, vous avez parfois l'impression de parler avec un psychologue. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va chercher la question du sens. C'est de là que la psychologie est inspirée d'un mélange entre la philosophie et la médecine. Et donc, du coup, il y a quelque chose qui est de l'ordre du sens, se demander pourquoi. Et aller chercher les questions les plus larges pour savoir où est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on est en train de faire.
Alors, ma question, c'est la sexualité et le cancer, c'est faisable? Qu'est-ce que ça veut dire faisable pour toi? C'est faisable parce qu'on dit toujours que avec la sexualité, ça fait remonter beaucoup d'hormones. Et les hormones par rapport au cancer, c'est pas très demandé. Tout ce qui est biologique, je préfère que ce soit qui répond, parce que c'est pas mon domaine. Autant il ne faut pas un apport extérieur d'hormones, pas sur des périodes longues, pas dans des grandes quantités, et puis pas pour tous les cancers, pour certains cancers uniquement. Autant des hormones qui font le fonctionnement normal du corps, même si elles évoluent, c'est dans des proportions qui sont minimes, mais ce n'est pas ça qui sera dans. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est de faire la distinction. La sexualité, c'est très très large. Il y a la sexualité, ça va être, on va dire, le plus simple acte sexuel. Ça va être notre identité. Comment on sent, quand on est une femme, quand on est un homme, comment on s'habille, notre identité sexuelle. Ça va être notre style, notre façon de bouger, notre façon de parler. Il va y avoir ensuite le sexe à proprement parler, qui lui, on va dire, est l'activité sexuelle. Et ça, du coup, c'est encore une autre sphère. Et puis à l'intérieur, on y retrouve quoi? On y retrouve l'intimité. C'est-à-dire, du coup, le lien, la proximité émotionnelle qu'on va avoir avec quelqu'un. Et donc, la sexualité, elle reprend tout ça. Quand on va parler de... C'est pour ça que je te posais la question et je te demande de préciser. Parce que du coup, peut-être qu'en fait, il n'y aura pas d'activité de pénétration à proprement parler, mais peut-être que l'intimité, le fait de se toucher, de se caresser, de s'embrasser, ça va être déjà largement suffisant pour un couple ou pour les individus. Même de façon individuelle, hein, c'est retrouver de la féminité, c'est ce que je dis. Se pomponner, avoir envie que les autres nous trouvent jolis, faire un effort, se maquiller, sentir bon, aller se faire masser, tout ça, c'est pas du tout plein, c'est que personnel, c'est individuel, mais c'est de la féminité, c'est de la sexualité. C'est du comportement sexuel, on cherche à éveiller les sentiments de désir, ou chez soi-même en se trouvant désirable, ou que les autres vous renvoient un regard de femme désirable. C'est de la sexualité. C'est vrai que parfois, c'est une des choses qu'on peut perdre, c'est la notion de pouvoir de séduction. C'est-à-dire qu'on peut avoir un sentiment qu'on perd du pouvoir de séduction. Plus on s'intéresse à notre image, à comment on peut être bien avec nous, finalement, plus on le ressent, il y a quelque chose de l'ordre du pouvoir de séduction. Et le fait d'attirer le regard, le fait de sentir qu'on peut générer un désir, pas forcément uniquement sexuel à proprement parler, c'est de la séduction. Quelqu'un s'intéresse à nous pour savoir comment on va, qu'on fasse quelque chose pour que quelqu'un s'intéresse à nous pour savoir comment on va, c'est de la séduction. Donc, du coup, c'est extrêmement large. Ça, c'est aussi valable quand on n'a plus de cheveux, quand on n'a plus de sourcils. Oui. Et c'est à nouveau, ce sont les concepts sociaux qui définissent c'est quoi, par exemple, pour une femme, c'est quoi une femme? 90, 60, 90, telle taille, cheveux longs, cheveux pas longs, un sein, deux seins, pas de sein, une jambe, pas de jambe. Les femmes, c'est la féminité, souvent, c'est relié aux cheveux et aux seins. Et les hommes, très souvent, ça va être à la puissance, à la virilité, à la puissance physique et aussi, du coup, à la performance sexuelle. En l'occurrence, pas que celle-là, parce qu'on demande à ce que les hommes soient forts. Et donc, du coup, ça va avoir un impact sur la confiance, sur l'image qu'on a de soi, sur notre estime de soi, parce qu'il y a une distinction entre la confiance en soi et l'estime de soi. La confiance, ça va être ce qu'on pense être capable de faire. L'estime de soi, ça va être la valeur que l'on définit de nous. Donc, du coup, ça va avoir des impacts sur différentes sphères, parce que tout ça, c'est le narcissisme. Aller mieux quand on n'a plus de cheveux, ça peut aller par camoufler, mettre une perruque, et on se sent mieux parce qu'on retrouve quelque chose qu'on a perdu. Ça peut être d'insister sur le maquillage pour attirer le regard, pour détourner, en fait, hein, pour tricher, un peu détourner. Ou ça peut être au contraire de s'affirmer. Moi, je m'assume, je n'ai pas de cheveux et je me montre comme ça et je ne mets pas de maquillage, je suis naturel, je suis comme ça et je n'ai pas honte. Voilà. Et on se sent mieux. Le principal, c'est pas ce qu'on fait, c'est que les gens se sentent mieux. Après avoir des cheveux, par cheveux, peu importe, ce qu'il faut, c'est que les gens soient bien. C'est pour ça que je ne dis pas, quand on a une alopécie en rapport avec la chimiothérapie, il faut aller voir le perruquier, parce que ça marchera chez certaines personnes, mais ça ne marchera pas chez d'autres. Donc il faut vraiment attendre, savoir comment réagissent les gens, comment fonctionne leur esprit, pour pouvoir essayer de trouver l'outil qu'il faut. Il n'y a pas de recette. Là, quand je dis le référentiel en sexologie, c'est un guide qui fait aux soignants à poser des questions, tendre des perches, et puis orienter, et voir s'il y a un mal-être de ce côté-là ou pas. Ce n'est pas du tout le mode d'emploi sur ce qu'il faut faire.
Après, c'est une spécialité qui est nouvelle, il y a très peu d'études, on n'a pas d'études sur les effets du cancer sur la sexualité, des traitements sur la sexualité un petit peu, mais avec une vision globale comme ça, on en a pas. Donc, finalement, eh ben, on connaît des outils, on sait que ça marche bien avec ça, on essaye, puis on réévalue, puis finalement ça ne marche pas, puis on se fait son expérience comme ça. La première patiente que j'ai étudiée en sexologie, elle vient, elle avait des problèmes de couple, etc., on discute, etc. On donne quelques outils, on essaie de définir un petit plan d'action. Elle revient 3 semaines plus tard, je dis comment ça va, elle me dit pas beaucoup mieux. Je dis alors, qu'est-ce qu'il y a du nouveau? Oui, je l'ai quitté. C'était ça. C'était ça qu'elle était venue chercher. Ça n'allait plus, elle avait besoin de quelqu'un, d'un tiers, qui lui fasse prendre conscience que les sentiments n'étaient plus là, même si ce n'est pas ce que j'ai fait directement. Et voilà, que finalement, on se dit, peut-être que je suis allé un peu fort, peut-être que, voilà, puis on apprend nous-mêmes, en tant que soignants, comment ça marche. C'est un des socles communs avec la psychologie et la sexologie, c'est qu'en fait, il y a dans la notion de travail, d'approche des personnes qu'on va rencontrer, le fait que chaque personne est unique. Comme chaque personne est unique, il ne peut pas y avoir une méthode. C'est contradictoire. Et donc, du coup, c'est ça qui fait qu'on rencontre les gens et c'est avec ce qu'ils vivent, ce qu'ils sentent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent, que du coup, en sexologie comme en psychologie, moi je le nomme comme ça, c'est on met en mouvement les gens. C'est-à-dire que ça leur permet d'aller regarder les choses sous différents angles et donc du coup de trouver leurs propres solutions. La sexologie et la psychologie ne sont pas prédéterminées pour dire vous faites ci, vous faites ça, vous faites ça. De manière assez générale, on va avoir plus ou moins le même socle commun à nouveau, c'est qu'on va plutôt dire dans cette expérience, essaye ça, puis on voit comment tu t'es senti et du coup en fait le fait de permettre ça, ça laisse la liberté aux gens de le faire ou de ne pas le faire. C'est pour ça qu'on n'est pas sur une méthode. Et ce serait vraiment extrêmement contradictoire de dire on a une méthode, alors que 10 minutes plus tôt, on dit que vous êtes unique. D'être rassasié. Bon, merci de votre attention. Très enrichissant.